Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous les petits bouseux, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la rubrique Happy Hours Hérésie, une rubrique où l'on fait des jolies rencontres autour du Wargame francophone. Et aujourd'hui, j'accueille un des plus fervents défenseurs du 41e millénaire à l'ancienne. Il s'agit d'un mage dément. Il s'agit de Diffus, the Old One. Comment ça va, Diffus ? Eh bien, salut, écoute, ça va super bien. Fin de journée, tout est paisible, tout est calme, j'adore. Un bon vieux petit dimanche en pantoufles. Exactement, les charentaises sont mises. Et le jogging Lidl. Bah oui. Ah ouais, bah voilà, jogging charentaise. tu me prends de court parce que on allait parler justement de jogging et de charentaise aujourd'hui. Parfait. Parce que s'il y a bien un truc qui m'a traversé mon petit cerveau lors du visionnage de tes vidéos, hein, tu es l'auteur de 2 vidéos qui se sont fait assez fort remarquer sur YouTube. La première fois que je l'ai vu, le gars, je me suis dit, oh putain, alors là, l'esprit rural Hammer, il est totalement là. Là, on est vraiment dans cet exercice du wargame à l'ancienne. Et à ce titre, je te propose de nous présenter tes activités en la matière de représentants de wargamers francophones des campagnes. Eh ben ouais, alors bon, en effet, comme tu l'as souligné, je suis tout nouveau. Je viens de débarquer, j'ai fait que 2 vidéos pour l'instant. Donc c'est super chouette déjà que les gens prennent en considération mon travail et l'accueillent vachement bien. Ça c'est un vrai petit plaisir. Et donc en plus de ça, je me retrouve avec toutes les médailles que tu as citées, qui est de représenter un peu ce hobby à l'ancienne, mais en même temps avec cette notion de réapproprions-nous ce qui a existé et mélangeons-le avec ce qui est maintenant. Il y a vraiment ce truc-là où c'est pas juste je regarde ce qu'il y a eu dans le hobby, c'est je regarde ce qu'il y a eu, mais pour le mélanger et faire une bonne popote de mage dément à ma sauce, quoi. Ouais, est-ce que tu es un peu dans un esprit de lutte justement par rapport à ça, nous autres là, toute cette génération là qui ont grandi avec les White Dwarfs des années 90, est-ce que tu t'inscris dans une espèce de lutte de réappropriation du jeu et pourquoi pas de réappropriation des règles ? Mais ouais, alors pas vraiment une lutte. Parce que on va dire il y a pas ce truc où je regarde d'un mauvais œil ce qui se fait aujourd'hui, c'est juste je me suis rendu compte que ça ne me correspond pas. Ouais. Mais pour moi ça rentre en accord avec ce qu'est le hobby, c'est-à-dire que c'est une passion à plusieurs facettes et à chacun de choisir en fait comment il veut l'aborder, etc. Et il y a tellement maintenant de passionnés qui partagent sur le sujet qu'en fait on peut vraiment trouver de quoi manger assez facilement, et surtout il y a plein de gens qui sont en demande de ça, et on a l'impression un peu avec tout ce qui est avec la méta et la nouvelle vision de games par rapport au hobby, on a un peu ce sentiment d'être délaissé, mais en fait il y a plein de fracassés qui existent et qui sont à la recherche de ce truc là et qui le font vivre à leur petite échelle ou à une plus grande échelle, comme j'essayais un peu de faire, de dire regardez, en fait il y a ce truc là qui existe et on peut se l'approprier, quoi. Et donc, du coup, par exemple, les règles, c'est un bon exemple. Pour moi, ce ne sont que des mots écrits dans un bouquin, et rien n'empêche de pouvoir les modifier, les modeler en fonction de ce qu'on a envie de faire. Il y a pas un dogme tout puissant qui nous interdit. Il y a pas de flics qui vont débarquer chez moi si je décide de modifier les règles, quoi. Non, on est en sécurité à ce niveau-là. Ouais, là-dessus on se rejoint pas mal, quoi. On se rejoint pas mal, c'est qu'il y a pas vraiment de guerre à mener par rapport à des types de jeux qui ne nous correspondent pas. Faut juste les assembler. Et c'est vrai que ces derniers mois, j'ai un peu le sentiment d'un cumul des petits marchés de niche, et c'est vrai que partout où je vais, en fait, je ne rencontre finalement que des gens qui ne désirent jouer que d'une manière la plus narrative possible et également aussi la plus esthétique possible. Et ouais. Est-ce que autour de toi, tu as beaucoup de gens comme ça qui veulent renouer avec ça ? C'est marrant parce que justement mercredi soir, je suis allé chez un ami que j'avais pas vu depuis des années, et on s'est rendu compte qu'il habite littéralement à 2 minutes en voiture de chez moi depuis que moi j'habite là dans le quartier où je suis. Bien joué. Mais ouais, la vie, quoi, la vie. Et donc il m'invite pour découvrir Blood Bowl. J'avais jamais joué à Blood Bowl et on se fait une petite soirée Blood Bowl. Excellent. Et on en vient à discuter du fait que il a vu ma vidéo et que en fait ça l'a vachement touché. Et il m'explique qu'il joue en club, mais qu'il y a personne qui a envie de jouer autrement que pour la gagne.
avec cette idée de scorer, faire des listes très compétitives, etc. Et lui, en fait, ça l'épuise et il me disait, il s'y retrouve pas là-dedans. Il a envie de vivre des choses et d'être dans quelque chose de plus, pas forcément plus léger, mais qui nous transporte plus dans l'imaginaire. Bah, je crois qu'il sera très content d'être ton nouveau voisin, hein. Ça me paraît évident. Là. Ah bah ouais, bah malheureusement bah du coup je déménage parce que là c'est la maison que je loue et on bouge dans un mois justement, donc ça nous a fait rire de se dire putain mais mec, ça fait 3 ans que moi j'habite dans le quartier, t'habites à 2 minutes, on aurait pu jouer à Warhammer comme des oufs. Et donc voilà, il y a ce truc de là on s'est dit mec, on va jouer en V3. Ah. Voilà, on va jouer en V3, moi je vais jouer des Eldar noirs et lui il va jouer du coup des Dark Angel. Ok. Et donc on est parti là-dessus. Donc là j'ai retrouvé j'avais un doublon de Codex Space Marine V3, donc il faut que j'aille lui filer. Et on va se relire les règles V3 et se refaire des parties. Pareil, j'ai proposé à mon frangin. J'ai dit bah vas-y, les Necrons ils étaient là en V3, ça te dirait pas tu joues avec tes Necrons. Et j'ai un autre pote, pareil, garde impérial. Et en fait c'est oser proposer aux autres. Et leur dire bon écoute, ce soir on fait pas du jeu classique compétitif AOS Warhammer 40K, est-ce que ça te dirait pas, j'ai potassé 2-3 trucs, qu'on se fasse une petite partie V3. Et je pense qu'il y a plein de gens en fait qui peut-être seraient réticents au départ, mais si on a préparé la petite soirée et tout ça, seraient super ravis au final de se dire ah putain mais c'est vrai qu'il y a aussi cette manière de jouer et c'est cool quoi. Ouais, j'avoue que parfois se replonger dans les vieilles versions, ça nous fait redécouvrir des mécaniques qu'on avait potentiellement un petit peu oubliées. Moi, j'ai des souvenirs de la V2 où quelque part tirer sur un véhicule, ça avait tout de suite une part d'aventure, hein, tu vois. Mais oui, tu déglinguais une chenille, il y avait un incendie à l'intérieur, il y avait la porte de débarquement des troupes qui s'arrachaient en deux, tu vois. Mais c'est ça. Tout de suite, c'est vrai qu'il y avait peut-être une partie narrative qui était davantage inscrite dans les règles que maintenant, quoi. Et j'avoue, la V3, ça peut être séduisant, quoi, de retourner là-dedans, quoi. Tout à fait. Et puis même, en fait, il y a ce truc de, pour voir si nos paroles de vieux cons sont si justes ou pas, de dire, est-ce que c'était vraiment mieux avant? Parce qu'on fantasme le truc, ouais. Mais peut-être que refaire une partie, lancer le truc et dire, ah ouais, attends, mais en fait, le système de jeu est super lourd et tout ça. Bon, après, moi, j'avoue, j'ai l'impression qu'en effet, c'était mieux avant. Je me rappelle de moi, gamin, avec ma petite fiche V3, là, la petite feuille cartonnée, qui me suffisait largement pour faire une partie et qui faisait que je passais des après-midi avec des amis à jouer et c'était super sans se casser la tête à ouvrir le livre de règles tout le temps. J'avais juste cette feuille cartonnée recto verso et ça me suffisait largement pour jouer. C'était super et je crois que mes meilleurs moments de partie en fait se sont faits quand je jouais en V3. Et t'en parlais vite fait tout à l'heure, mais ouais, j'ai l'idée de réécrire les règles de Warhammer 40 000 à ma sauce pour moi. Et en fait, je me dis bon, c'est cool, mais d'abord rejouer en V3, voir comment c'était. Ouais. Parce que bon plutôt que de tout réécrire, des fois aller. Ouais, tu comptes te réadapter finalement à partir d'une version du jeu qui existait avant, quoi. Ouais, mais en même temps en V10 par exemple, j'aime bien le fait que les armes puissent faire des critiques d'une certaine manière avec les touches fatales et compagnie. Je trouve que c'est pas inintéressant comme système, donc pourquoi pas l'incorporer et en fait prendre des trucs un peu à gauche, à droite, se dire j'aime bien ce système, j'aime bien ça. Pareil, j'aimerais bien me pencher sur le système du Seigneur des Anneaux, parce que il y a des sortes de points d'héroïsme où je sais plus trop comment ça fonctionne. Et ça a l'air pas mal. Et pour les héros, quand on joue un héros, un capitaine ou je ne sais quoi, ça pourrait être intéressant qu'il ait une stat un peu particulière. Pour justement être dans du narratif, mais je vois même au-delà de ça, c'est du simulationnisme au final. Ouais, carrément. On est vraiment dans ce truc-là de simuler une bataille. Et donc c'est pas juste narratif, on se raconte une histoire, c'est il y a une part de technique, quoi. Quand tu tires avec ton canon, ton tir d'artillerie peut dévier, ton obus peut rebondir, etc. Il y a un incendie, comme tu disais tout à l'heure, dans un véhicule. C'est au-delà du narratif. Là, on est carrément dans des situations qui sont inspirées du réel, quoi. Et c'est ça qui est intéressant à retrouver sur une table. Ouais, grave. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a perdues, d'autres qu'on a gagnées. Moi, de mon point de vue, la V10 en termes de moteur de jeu pur, elle est excellente. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a perdues. On va pas se mentir en termes un peu de cinématographie, quoi. Ah oui, tout à fait. J'avoue, moi, la V10 ne m'intéresse vraiment pas. Je me suis ennuyé à chaque fois que j'ai joué parce que je comprends que c'est un jeu pour des gens qui aiment bien maîtriser un système de règles. Ouais. Et j'avoue que je vois très vite que tour 1, j'ai perdu, en fait. Et je ne m'amuse que au moment où j'installe mes troupes, je commence à les bouger. Et puis après, je trouve qu'il y a une forme un peu, même des fois, un sentiment un peu d'injustice. Il y a trop de relance, il y a trop de trucs comme ça où des fois, c'est pas assez punitif ou alors au contraire, ça l'est trop. Le coup des stratagèmes, moi, ça m'embête parce que
tu vas toujours espérer avoir le stratagème qui va te sauver, donc ça casse un peu le dynamisme de la partie. Ouais. Parce que moi, je les connais pas par cœur, j'ai une mémoire horrible. ça doit être compliqué. Ouais, ça. ouais. Donc c'est pour ça, mais ça me correspond pas, mais je vais pas cracher dessus non plus, parce qu'en effet, il y a plein de gens qui s'accordent à dire que c'est une très bonne version. Donc tant mieux. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans un esprit règle, quoi. Oui, Et oui. bon, il y a des choses. On est d'accord sur le diagnostic, hein, c'est clair. Il y a trop de relances. Ça, déjà, d'office, c'est sur-optimisé, enfin, potentiellement sur-optimisé. On n'est pas obligé de le faire non plus. Mais c'est vrai que parfois, moi, je jette des sauts de dés avec mes intercessors. Là, j'ai un peu honte, hein, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Le truc, ça touche à 2, touche fatale, tu rerolls les blesses. Enfin, putain, quel cauchemar, quoi. Quel cauchemar. Mais ouais, et ça prend tellement de temps et ça casse. Enfin, moi, je joue surtout en multijoueur. C'est rare que je fasse une partie seulement en 1v1. Ouais. On est souvent 3-4 à jouer en même temps. Donc déjà, c'est très compliqué à 4 de jouer avec des parties à 1500, 2000 points par armée. Ça te fait des trucs, en fait, des tours très, très, très lourds. Ouais. Et justement, là, jouer contre un joueur Space Marine sur une de mes dernières parties, il avait un Dreadnought. Ça a pris 3000 ans, quoi, son tour, parce que son Dreadnought a 6 milliards d'armes. Et je me dis, ouais, c'est long, quand même. C'est long. Et en plus, en effet, il y a des relances, il y a des trucs. Attends, mec, quand tu tires avec un répulsor exécutionneur, là, t'as Oui. envie de pleurer. Ah, Ou bah même ouais. un Rogaldorn. Hein, putain, le truc, c'est interminable, quoi. Bah ouais, voilà. Et c'est pour ça, je me suis dit, bon, peut-être réécrire mes règles. Et là, maintenant, la réflexion, c'est, bon, j'ai commencé à les réécrire. Mais je me suis dit, avant de complètement réécrire le jeu, déjà, allons voir sur ce qui me faisait rêver avant, donc la V3. Donc là, maintenant, voilà, ça, c'est la nouvelle étape, c'est faire des parties en V3. Ok, bah ouais, mais j'avoue, ça peut être un très bon point de départ, en fait, à la fois pour réapprendre un peu le jeu, puis pour le modifier un peu à sa sauce. Bah écoute, maintenant, parlons un peu plus précisément de tes vidéos YouTube. Carrément. Tu vas me dire si je me gourre, mais en tout cas, moi, ça m'a fait très très plaisir de voir des vidéos concernant le hobby où il y ait un vrai effort de mise en scène, c'est-à-dire un vrai langage filmique, tant dans le cadrage que dans le montage, que dans la gestion des lumières, etc. Et côté influence, il y a des trucs qui, si tu veux, qui m'ont sauté à la gueule. Hein. Ouais. J'y ai vu entre autres du John Carpenter, du David Lynch. J'ai vu des trucs qui ressemblaient un peu aux productions de la Hammer, tu vois, vraiment un exercice de cinéma un peu inscrit dans la série B, quoi. La prochaine vidéo, elle est vraiment full Hammer. Ah ouais, mais la troisième vidéo là sur laquelle je bosse, on est complètement dans la Hammer. Ah, génial. Mais on en parle après. Ouais, on en parle après. Ouais, tu vois, y compris cette grosse police jaune en gothique là qui te saute au visage. J'ai vraiment adoré, quoi. Du coup, ça vient d'où? Ça vient de. Est-ce que t'as quand même cherché à maîtriser au maximum la technique filmique? Est-ce que t'as appris en autodidacte? Est-ce que t'as suivi une formation à ce niveau-là? Alors, bah moi, je travaille dans le dessin animé déjà. Voilà, ça c'est mon travail. Ouais. Je travaille. Moi, je suis technicien, on va dire, dans le dessin animé. Je fais du rig en 2D, c'est-à-dire que j'articule les pantins pour les animateurs. Donc c'est pas très créatif. Et avant ça, bah du coup, j'ai fait une école de dessin animé. C'est vraiment un truc technique là. Ouais. Tout à fait, ouais. Et j'ai fait une école de dessin animé avant ça. Donc voilà, j'ai une formation, mais c'était une école où moi j'appelle ça les beaux-arts de l'animation, cette école qui est l'EMK à Angoulême. D'accord. Parce qu'en fait, on t'apprend plus à développer un sens artistique que à devenir un technicien de l'animation. On était vraiment très très autonome, il n'y avait pas de système de notes. En troisième année, quand j'ai dû faire mon court-métrage, je n'ai vu aucun professeur parce que je n'allais pas au cours, je préférais travailler sur mon court-métrage. Il y a même un moment où je suis pas allé à l'école pendant presque 2-3 semaines parce que je préférais rester chez moi à travailler. Ouais. Voilà, et bon, pour pas casser mon rythme de travail et pas être entouré d'autres élèves où ça parlait. On faisait des pétanques aussi, ça jouait aux cartes Magic et on avait des Nerf guns. Donc des fois, je me disais bon allez vas-y, je vais m'isoler un peu et faire mon moine. Et donc, ouais, il y a toute cette part. J'ai toujours aimé raconter des histoires et j'ai toujours été attiré par faire des courts-métrages, ce genre de choses-là. Donc là, ça se retrouve, mais j'avoue, j'ai pas vraiment de formation et j'apprends à chaque vidéo. J'apprends des nouvelles choses, je teste, j'expérimente. Et surtout, je me fais vachement plaisir. Et puis aussi, très important, je ne suis pas tout seul à faire les vidéos. Il y a ma copine qui cadre, qui m'aide à filmer pas mal de plans. Elle est journaliste et pour France 3, donc elle tient la caméra, ce genre de trucs-là. Ah, ok, ouais. Donc elle arrive avec ses connaissances techniques, voilà. Et elle arrive avec ses connaissances techniques. Et du coup, c'est là où on a des très beaux plans parce que je lui dis, bah voilà, moi j'aimerais avoir ceci, cela. J'imagine un truc comme ça. Et elle me dit, attends, bah vas-y. Et elle fait les cadrages. Et
Et après, on check et puis ça marche, quoi. Donc, ouais. Ouais, super, c'est super là, ce petit esprit travail en duo, un peu en mode artisanal, quoi. C'est très cool. Ouais, quoi. alors qu'elle en a rien à péter des Warhammer, hein, mais vraiment. Je l'ai amené là-dedans. En plus, c'est son appareil, c'est son cadeau d'anniversaire, l'appareil photo, et je voulais faire de la vidéo depuis très longtemps, mais j'avais pas de quoi filmer de bonne qualité parce que je suis un peu comme ça, très tatillon sur. Je veux faire des choses quand même qualitatives et je me voyais mal me filmer avec un téléphone portable ou une webcam et balancer. Ça aurait pas été à l'échelle de ce que je veux faire, alors que là, c'est super. Donc, je vais déjà arracher son appareil photo des mains pour lui dire je vais me filmer avec mes Warhammer. Et en plus de ça, après, je l'ai recruté et je lui ai dit ouais, excuse-moi, ça te dérangerait pas de me filmer juste, ça te prendra 1 heure et tout ça. Puis au final, il commence un peu à se prendre au jeu. Donc, c'est pour ça, au début, c'était un peu moi tout seul. Et puis maintenant, j'aime bien dire bon bah en fait on est 2 en fait à travailler là-dessus. Bah, c'est super. Voilà. Travail voilà, en famille, en couple, là, c'est super. Et du coup, Tout à fait. j'imagine Ouais. que pour l'avenir de ta chaîne YouTube, les sujets ne manqueront pas. Oui. Mais d'un point de vue complètement esthétique et justement langage filmique, qu'est-ce que tu aimerais ajouter de plus à tout ça? J'imagine que tes influences, elles doivent aller assez loin, quoi. Ah ouais, ça va dans tous les sens. Ouais. Et pourquoi pas un jour faire un dessin animé sur le hobby, quoi? Mais ouais, non, mais complet. En fait, l'idée, c'est de se mettre aucune limite et je fais mes vidéos par pur plaisir. Déjà, je suis pas youtubeur, je suis pas rémunéré par ça, j'ai fait que 2 vidéos. Même si mes vidéos ont bien fonctionné, ont bien tourné, je ne suis pas non plus connu, on va dire. Ouais. Donc, ce qui fait que, pour parler crûment, je fais ce que je veux et donc je m'en branle un peu de si ça va plaire ou pas. Je fais que des choses en fonction de ce que je veux et puis voilà. Ouais, mais regarde, imagine tu reçois un courrier, voilà, proposition de sponsor Raid Shadow Legends, hein. Ouais. Tu fais quoi? Bah ça dépend. Vraiment, ça, je pense que ça dépend. Mais si ça ramène de la moula, bah j'avoue, je serais prêt à dire oui. Parce que ça permettrait d'acheter du meilleur matériel. Parce que ça coûte cher, hein, les appareils, les objectifs, tout ça. C'est le nerf de la guerre, quoi. Ben ouais. Et après aussi, c'est comment est-ce que j'incorpore ce truc-là. C'est clair que je voudrais pas être face cam et dire bon alors du coup si je vous donne tel code, voilà, vous pourrez avoir moins 10% de réduction ou alors avoir 14 cristaux. Enfin, j'en sais rien. Non, je pense que voilà, s'il me propose, je me ferai plaisir aussi à faire un petit court-métrage dans une petite publicité filmée et travaillée en fait. Ouais, il y en a qui font ça intelligemment. Mais pendant un temps, je trouvais génial les petits sponsoring de joueurs du grenier, par exemple. C'était complètement con, quoi. Ben tout à fait, voilà. Ben, complètement. Et cette manière-là, du coup, fait que ça me dérange pas de regarder une pub. Et surtout, ben, je comprends bien que ça demande de l'argent. Twitch, c'est pas ça qui paye. YouTube, les vues sur les vidéos, c'est pas ça qui paye. Ce qui rémunère, c'est le sponsoring ou alors développer une boutique à côté, un truc comme ça qui fait que, bon voilà, tu arrives à faire entrer de la moula. Mais je me rends compte, hein, maintenant que je suis passé un peu de l'autre côté, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et là, par exemple, c'est con, mais je parle de figurines, j'ai pas d'objectif macro. Donc filmer les figurines, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plan trop proche des figues dans mes vidéos, Ouais. ce qui est dommage. Ouais. Et là, j'essaye d'économiser pour m'acheter un objectif macro, quoi, parce que ça permettra de faire des beaux plans et voilà. J'ai un peu le même problème pour la photographie, mais j'avoue, sans objectif de tueur, c'est un peu compliqué, quoi. Ben, c'est dur, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est chaud. C'est clair. Donc là, on a que 2 objets. Pareil, là, je voulais faire un grand plan dans ce que j'appelle la tour. C'est mon bureau. Ton entre, ouais. Et on n'a pas de grand angle, donc ouais, c'est ça. Donc c'est compliqué, pareil. Donc voilà, c'est là où je me dis un sponsoring, bah oui, je vais pas refuser si c'est intéressant financièrement pour développer le projet, quoi. C'est sûr. En tout cas, tu ne te fermes aucune porte. Et ouais. venons-en maintenant un peu à ce qui est l'ADN finalement de tes vidéos. Ce sont tes projets. Mhm. Alors, où en es-tu? Tu nous as présenté tes 10 000 points de sœur de bataille. Donc là, où est-ce que tu en es en termes de progression? Et quels sont les potentiels futurs projets que tu nous présenteras? J'ai entendu parler sur un podcast ami d'une petite armée Eldar éventuellement. Bah ouais, il y a plein de projets. Alors en fait, l'armée à 10 000 points, pour moi, c'est un projet qui s'écoule sur des années entières. Donc elle est pas vraiment, elle finira, je pense, jamais. En fait, cette armée, je fixe 10 000 points parce que c'est un peu le truc gros projet. Les gens font waouh, 10 000 points de sœurs de bataille. Peut-être qu'on a l'habitude de voir ça avec de la garde impériale ou des Space Marines, mais par contre, voilà, avec de la sœur de bataille, c'est un peu plus étonnant, on va dire. Donc voilà, c'est pour l'impact un peu. Ouais, c'est un chiffre rond, quoi. C'est ça, voilà. Mais je pense que je vais dépasser clairement les 10 000 points. Ça, c'est évident. Et là, l'idée, c'est de faire un triptyque sur mes sœurs de bataille. Donc, il y aura 3 vidéos. Ouais.
pour ce projet-là sur la chaîne. Il y en aura d'autres à l'avenir, mais qui seront plutôt des sortes un peu de pastilles qui viendront se rajouter pour dire, bah voilà, là, je bosse sur mon Land Rider cathédrale, là, je viens de faire des drop pod chapelle, et donc je parlerai plus de ce sujet-là. Donc là, je suis en train de finir la 3e vidéo. Justement, tout à l'heure, on parlait de la Hammer et tout ça, et je me suis dit, la 3e vidéo va parler de peinture. Quoi de mieux pour parler de peinture que de faire une vidéo en noir et blanc? Donc là, je suis parti sur faire une vidéo en noir et blanc. Donc comme quoi, l'idée, c'est vraiment, je me fais plaisir sur les vidéos, c'est à chaque fois des challenges techniques et également de narration et de comment est-ce que tu penses une vidéo en noir et blanc quand tu veux parler de peinture. Ouais, c'est un parti pris assez solide, ouais. Bah après, elle est pas 100% noir et blanc, mais justement, c'est ça aussi l'idée, c'est toujours surprendre un peu les gens, les amener dans des retranchements et qui fait que, qu'est-ce qui va encore nous pondre le type, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc tout à l'heure, quand tu parlais de dessin animé, bon, bah j'y ai déjà réfléchi. Donc il y a tout est possible, quoi. Donc voilà pour les prochains projets. Donc là, il y a ce triptyque qui va bientôt se clore. Là, j'ai fini de monter 3 minutes de la vidéo, sachant qu'elle va en faire une dizaine, je pense. Donc bon, je pense qu'elle sortira d'ici 2-3 semaines, la vidéo. Ouais. Et après ça, il y a la 51e compagnie de Ricardo Pastaga, qui est l'armée un peu avec la commu. Donc quand les gens ils me soutiennent en fait financièrement en contrepartie. Ouais, c'est ton projet en commun. Ouais, c'est ça. Donc du coup les gens deviennent un personnage de mon armée et il y aura des rapports de bataille narratifs là-dessus. Donc j'ai vu avec mon frangin pour que on se voit tous les deux et qu'on se fasse des parties qu'on va filmer et après de les mettre en ligne. Sauf que je veux pas faire du rapport de bataille classique. Je veux qu'on efface les joueurs et que en fait on soit en immersion totale sur la table. Donc les joueurs, j'aimerais qu'ils soient habillés tout en noir. On voit jamais les visages. On voit que les mains qui lancent les dés et on voit très peu de lancer de dés. C'est vraiment pour peut-être 2-3 moments et avec une voix off qui vient narrer avec différentes voix, etc. Pour vraiment effacer l'aspect c'est un jeu. Ce que je veux mettre en avant, c'est l'histoire qui s'est déroulée lors de la partie. Ok, immersion maximale, quoi. Voilà, c'est ça. Après, il y a plein d'autres projets. Là, je suis en train de faire une armée ogre. Parce que Du coup, pour Battle ou AOS? Pour Battle. Non, AOS m'intéresse pas. L'univers m'intéresse pas. Battle, j'ai un peu plus d'accroche, on va dire, avec ça. Après, j'ai une armée tyrannide aussi. J'ai le projet Chaos, qui est une armée du chaos monochromatique. Voilà, monochromatique, que j'avais déjà commencé. Ok. Où je voulais que l'armée soit très graphique sur la table. Donc au début, je voulais faire du monochrome jaune. Et en fait, ça a un tout petit peu évolué. Il y a une base de rouge avec des brossages à sec jaune de plus en plus clairs. Mais c'est vraiment très simple, ça fait... D'accord, putain, le chaos soleil, quoi, putain, c'est chaud. Tout à fait, ouais. Et, mais vraiment, j'aime beaucoup cette armée. Et donc, il y a plein d'autres trucs qui sont en cours. Et puis même, des fois, j'aimerais peut-être parler. Alors, d'autres jeux, je sais pas, parce qu'il y a déjà tellement à faire. Là, beaucoup de gens me demandent pour Trench Croisade, par exemple, qui me fait de l'œil, mais c'est juste une histoire de temps. Ah, c'est sexy, hein. Ouais. Ah ouais, de fou. Je suis en train d'en lire le lore. Je me suis pas encore vraiment intéressé aux règles, mais je suis en train d'en lire le lore. J'avoue, c'est un peu tout ce qu'on aime. Oui, je pense aussi. Ouais. Non, moi, c'est chaud. Hein. Ça m'intéresse vraiment pas mal, mais bon, voilà. Pour le moment, il y a assez de projets comme ça parce que pareil, je joue un peu à Mordheim, donc et là, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Excellent Mordheim. J'aimerais bien me refaire un petit Mordheim. Ah ouais, j'aime beaucoup. Et puis après l'armée Eldar. Il y a 2 histoires à ce niveau-là. C'est que plus je grandis, plus je deviens sage et mature, et donc du coup les Eldar me tentent bien. Ouais. Et puis j'aime beaucoup la refonte, les nouvelles figurines, je les trouve vraiment très élégantes, très jolies. Ouais, ils ont joué un peu les conservateurs en termes d'esthétique, mais à vrai dire c'est pour notre plaisir à tous, je pense. Mais affiné, c'est ça. Maintenant il y a un côté un peu néo-rétro, je trouve, chez les Eldar, parce que mais total. Il y a 30 ans, tout était super futuriste, on était là, putain, c'est ça un fusil-fuseur, etc. 30 ans plus tard, si tu veux, depuis, il y a eu les Tau, les Votann, les Necrons, et je trouve qu'ils ont un peu perdu le truc hyper moderne pour rester dans un aspect un peu plus nostalgique, en fait. C'est le futur, mais du passé, quoi. Ça me plaît bien aussi, ouais. Tout à fait. Mais même avec la V10, d'un point de vue tout ce qui est illustration, etc., on est presque retourné sur c'est du néo jaune blanche, j'ai l'impression un peu. Ouais, j'avoue, ouais. On est retombé dans un Warhammer 40 000 très gothique, très sombre, très dur. Il y a William Jones. C'est pas William, c'est Lewis Jones. Lewis Jones, qui est un illustrateur qui pour moi est un peu le nouveau John Blanche ou le nouveau Ian Miller, quoi. Qui a un style qui se reconnaît parmi d'autres.
Et j'aime beaucoup son travail. Il a fait beaucoup de couvertures de codex V9. Oui, ouais. Et là, j'ai retrouvé un peu ce truc de Warhammer 40 000 dégueulasse, obscur que j'aime. Et pareil dans les figurines, en fait. Il y a eu beaucoup avec par exemple les Black Templars, etc. Là, toutes les figurines qui nous avaient sorties il y a 2-3 ans. Et puis même dans les nouvelles sorties, en fait, on retourne un peu sur cet esprit. On est moins dans la marvelisation de Warhammer 40 000. Et on retourne on retourne aux sources un peu, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu le retour du Moyen-Âge, quoi, sur les tables. Oui, oui, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, une armée Eldar, selon Diffus, ça donnerait quoi? Parce que toi, t'as pour habitude, je veux dire, la notice Game Workshop, tu la fous à la poubelle direct. Complet. Par contre, tu vas prendre ton hachoir, ton marteau, ton burin, tu vas en faire de la charpie de ces kits. Bah ouais. Une armée Eldar, on voit ce que tu as fait pour tes sœurs de bataille, c'est que tu joues à mort la carte de l'iconographie. Hein, vraiment, c'est hyper religieux, hyper fanatique. Tu sais où elles veulent en venir, les nanas. Ah oui, complet. Du coup, ta vision d'une armée Eldar en termes de figurines, tu compterais faire quoi? Eh ben, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès qu'il y a un nouveau projet, c'est l'occasion de se plonger un peu dans des dans des pans du hobby que je ne connais pas. Et c'est-à-dire que là, pour l'instant, les Eldar, je ne connais pas le lore. Je suis pas un gros lecteur de lore, etc. Ouais. Donc déjà, c'est plonger un peu dans les codex, lire, voir ce qui me plaît. Ah bah tu vas te régaler avec le lore Eldar, je peux te le promettre. Hein. Moi, à ce niveau-là, c'est ma faction préférée, quoi. Moi, du coup, j'espère que je vais pouvoir niquer les Nécrons de mon frangin, parce qu'à chaque fois, il m'annule avec ça. Et je crois que les Eldar et les Nécrons, c'est pas les meilleurs potes de la Terre. Donc, voilà. Donc, si ça peut me permettre d'exploser mon frère, tant mieux. Et après, sinon, pour ce qui est de l'aspect, j'avoue, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais j'aime bien me dire que chaque projet d'armée est un nouveau challenge peinture. Et peut-être que là, ça serait full aéro, de me dire je ne travaille qu'avec l'aéro, comme ça m'oblige à travailler avec l'aéro. C'est une armée qui s'y prête très bien. Ah grave, ouais. Et voilà, donc peut-être ça serait ça, mais peut-être que ça serait aussi, je sais pas, trouver un truc un peu pailleté dans les armures, donc de tester un truc un peu pailleté. Alors comme ça, là, je sais pas trop, un peu comme les balles rebondissantes en plastique avec des paillettes à l'intérieur. Je sais pas, c'est l'image qui me vient là en tête, mais peut-être un truc comme ça. Ah ouais, c'est un truc qui est pas mal pratiqué pour cette faction, typiquement de la peinture métallique avec beaucoup d'argent, par-dessus lesquels tu passes des voiles d'encre différents. Il y a moyen de faire des trucs mortels, quoi. Ah bah complet, ouais. Donc c'est pour ça. Pour l'instant, je sais pas trop. Et peut-être même être dans une armée très justement sortir de mon style un peu grimdark, etc., mais d'être dans un truc plus traditionnel, peinture heavy metal, vraiment avec du petit highlight et compagnie, et des petits dégradés au pinceau, pour me dire, bon, bah voilà, le challenge peinture, c'est il y a peu de figurines, par contre, je me défonce dessus, et je fais un truc totalement différent. Et c'est ça qui est aussi intéressant quand tu fais une nouvelle armée et que tu te dis, bon, bah, je vais la peindre d'une manière différente que mon autre armée, c'est que ça permet vraiment de changer du tout au tout et de renouveler un tout petit peu et pas avoir le sentiment d'être Sisyphe avec son rocher, là. Oui, bien sûr, ouais. Et à jamais en voir le bout. Excellent. Je partage complètement cette idée de la peinture thématique. Hein. Moi, pareil, à titre personnel, j'ai pas deux armées qui fassent appel aux mêmes techniques. Et du coup, toi, en termes de planning projet, en fait, en termes de planning, modélisme, peinture, est-ce que t'es le genre de gars qui va faire un planning hyper strict comme votre serviteur, ou est-ce que tu vas plus être dans l'improvisation? Ah bah moi, c'est l'improvisation la plus totale. Hein. Vraiment. Excellent. Ah non, moi, c'est vraiment... là, par exemple, mes ogres, je les ai commencés la semaine dernière, je crois, où en fait, il fallait que j'avance quand même mon armée de chasseurs de sorcières, parce que oui, maintenant, il faut que je me mette dans le crâne, mais c'est plus une armée à 10 000 points de sœurs de bataille, mais de chasseurs de sorcières. Bref, et donc il faut que j'avance quand même tout ça. Ensuite, il y a la 51e compagnie de Ricardo Pastaga, pareil, il faut que j'en peigne. Et sauf que, au lieu de faire tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des ogres qui avaient dans ma boîte à Rabio, j'ai commencé à tout découper parce que je les trouve excessivement statiques et je les ai complètement refaits à la green stuff et pour les rendre dynamiques. Donc là maintenant j'ai 3 ogres qui sont faits pour l'instant où j'ai refait complètement les bustes. Du coup j'ai dû me replonger un peu dans l'anatomie aussi parce que ils sont torse nu donc. Voilà, faut que ça reste quand même cohérent. Donc, regardez comment on se met une omoplate, comment fonctionnent les trapèzes, comment fonctionne un bras qui est élevé, comment se comporte un corps qui est gras et massif.
Donc il y a tout ce truc là qui est trop fascinant et trop bien, et donc en fait j'ai fait ce truc là et je me suis dit bon bah super mec, t'es encore reparti sur un autre projet alors que t'as des trucs plus importants à faire. Mais voilà, c'est vraiment ce truc de je papillonne, mais c'est pareil quand je parle, hein, je fais des lives sur Twitch et je ne peins jamais de figurines. C'est 2 heures 3 heures de juste on papote avec les gens du chat et ça part dans tous les sens en termes de discussion. Je suis pas capable de me maintenir sur un truc précis. Et en fait, voilà, du coup, c'est à la fois c'est trop bien quoi, parce que c'est tout le temps il y a des nouveaux trucs à faire et j'adore quoi, c'est trop stylé. Eh ben c'est là qu'on trouve son propre style. Hein. Si ton style c'est le papillonnage, eh bien profites-en. Et en tout cas, moi je ne puis que envier tes capacités en sculpture. D'ailleurs, ça c'est venu comment ça? Bah alors c'est vraiment des trucs qui sont un peu là depuis toujours, où j'ai toujours aimé un peu sculpter. J'ai fait un peu d'argile quand j'étais gamin. C'est marrant, hier j'étais chez mon père et il y avait un truc que j'avais sculpté quand j'étais gamin qui était encore là en terre cuite. Enfin bref, où j'avais fait un visage, etc. Et donc j'ai toujours aimé sculpter. Quand j'étais en école, j'ai fait de la 3D. Donc j'étais en section 3D parce que j'aimais bien le fait de sculpter en 3D. Ouais. Et en fait, bah voilà, là, je suis pas je suis pas chaud sur l'impression 3D. C'est pas un truc qui me parle, qui me plaît. C'est pas une technique que j'apprécie. Ouais. Mais par contre, du coup, je me dis quand il me manque un truc, je veux être capable de le faire moi-même. J'aime bien élever Warhammer et le hobby au plus large au rang d'artisanat. Pour moi, c'est l'artisanat d'art, en fait. Ouais, bah, excellent. Voilà. Ouais. Et j'aime bien me dire... parce que moi, je t'avoue que le peu de fois que j'ai mis de la green stuff sur mes doigts, j'ai fait n'importe quoi. Ça ressemblait vraiment à des crottes de nez, quoi. Bah ouais, mais après, voilà, moi, je suis vraiment pas ouf. J'apprends tout seul. Et justement, c'est encore une fois cette idée de quand je me lance dans un projet, j'aime bien faire un truc que je n'ai jamais fait. Parce que ça me force à devoir pratiquer, me questionner. Et donc voilà, là, avec mes ogres, bah, j'ai dû faire je leur ai fait des petites vestes. Donc comment est-ce que je fais ma veste en green stuff, et je regarde pas de tuto, j'aime bien apprendre par l'erreur et l'échec. Ouais, à l'instant. C'est comme ça que je retiens les choses. Voilà. Donc je fais des trucs, ça marche pas, je me dis merde et je réfléchis, et c'est vraiment quand je coince que je vais aller regarder un tuto. Mais sinon si c'est dégueu, c'est pas grave en fait. J'aime bien avoir des témoignages de l'évolution de mon travail aussi. Ouais. J'ai des figurines, j'ai gardé quelques figurines de quand j'étais gamin et j'aime bien les regarder, des premières conversions, etc. Alors, les premières, je les ai plus. Mais j'en ai là quelques-unes que j'avais fait quand je devais avoir 14 ans. Et j'aime bien les revoir, quoi, ces petites figurines. Ouais, c'est un témoignage sympa de notre passé. J'avoue que je suis un peu de la même école, d'assumer quelque part ces échecs et de regarder une trace visuelle, quoi. Et quant à la sculpture, il faut que j'apprenne un jour, moi. Il faut vraiment que je m'y mette. J'ai envie de faire ça. Quand je vois les gens faire ça, putain, je me fais, voilà. Ne serait-ce que faire des fourrures sur des Space Wolf. Il y a des trucs pas trop compliqués, apparemment, pour débuter, quoi. Bah moi, ce que j'ai découvert avec les fourrures, après, ça me va, mais c'est pas nickel. Mais moi, j'y vais avec la pointe de mon scalpel. Ouais. Et je viens griffer comme ça. Et j'appuie et je griffe légèrement, et en fait ça donne un truc qui est cohérent, et voilà, mais c'est peut-être pas la bonne méthode, on peut sûrement faire mieux, mais non, franchement, pour l'instant je vois les gens, quand je vois les gens faire des cheveux, des fourrures, des barbes et tout, je pense que c'est le meilleur, c'est la meilleure porte d'entrée, je pense, clairement. Pour ça, je m'y collerai un jour, j'y réfléchis. Ouais, pour commencer, moi c'était les bourses aux ceintures. Ouais. Voilà, je faisais des petites bourses. Donc en fait, c'était une petite boulette que tu venais tirer, mais ça me permettait de comprendre un peu comment fonctionne un pli. Par exemple, comment faire un pli, ce genre de truc. Bah oui. Ouais. Et c'est surtout ça. Je faisais des petits éléments sur des sacs à dos. Je rajoutais une poche, un truc comme ça. Mais ça faisait un tout petit élément à travailler. C'était pas trop. Et ce qui faisait que si c'était pas fou, c'était pas grave. Parce que une fois que t'allais regarder ta figurine de loin, jamais tu remarqueras que la bourse, elle est toute niquée, elle est dégueulasse, quoi. Excellent. En tout cas, c'est vrai que avec les capacités de sculpture, le kit bashing prend une toute autre tournure, et j'ai l'impression que pour ta part, le kit bashing, ça tient un peu de la religion. Donc, on t'a vu en vidéo en fait piocher dans des bacs à pièces absolument énormes. Tu sembles apparemment être un grand adepte du marché de l'occasion. Oui, tout à fait. Décris-nous un peu ta méthode, toi. Comment tu travailles? Voilà, quand je veux créer quelque chose, une escouade, un personnage. Ok, tu sors tous tes bacs, t'en fous partout. C'est ça. Ensuite, est-ce que idem, est-ce que tu y vas complètement à l'instinct, ou tu pars avec une idée fixe et tu t'adaptes en fait par rapport à la réalité physique de ce que t'as sous les yeux, quoi? Bah en fait, c'est ça. Il y a une idée à la base. C'est par exemple là, dans la vidéo, la deuxième que j'ai fait, je vais me faire quelques dévos pour accompagner mon armée de chasseurs de sorcières. Et en fait, je me dis, bon,
déjà, je vais regarder un peu ce que des vieux White Dwarf, des conversions dans les vieux codecs, parce qu'ils mettaient des conversions à l'époque, c'était super. Je vais regarder sur Instagram, et je regarde un peu déjà ce que les gens font, pour me dire, ah ok, d'accord, c'est pas mal, Ouais. Après, des fois, ça peut arriver que ce soit une illustration ou un détail dans un film ou dans une peinture ou dans une BD qui va faire, ah ouais, mais attends, mais ça en figurine, ça serait trop mortel. Donc déjà, il y a ça, il y a tout ce qui est de l'inspiration. Après, ça m'arrive de faire des croquis. Voilà, j'ai un calepin et je prends des notes où je fais des croquis. Donc ça, c'est vraiment pour les plus gros projets, on va dire. Mais très vite, en fait, je laisse place après à l'inspiration la plus absolue avec ce que j'ai et la contrainte de faire avec ce qu'il y a dans mes bacs. C'est ça qui me plaît tellement avec le kit bash, on va dire traditionnel. Voilà, donc pas d'impression 3D. Ouais. C'est qu'en fait, tu dois faire avec ce que t'as. Et que si, par exemple, j'aimerais que mon personnage ait telle arme ou tel truc, il faut que je me gratte la tête et me dire comment, avec les petits bouts de plastique que j'ai, je vais réussir à faire ce truc qui me trotte dans la tête, quoi. Et donc, voilà, ça c'est ma méthode de travail, j'ai des boîtes remplies de rabios. Dans chaque boîte, c'est une faction par boîte. Par contre, tout est mélangé à l'intérieur. Donc les bras, les jambes, les Ouais, tout. tu sépares pas les bras des têtes Non. et tout. Avant, je faisais ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que justement, ça cassait la créativité parce que tu cherches une tête, bah t'ouvres ta boîte à tête et tu prends une tête et t'as ce que tu veux. Alors que quand tu dois fouiller dans ta boîte pour trouver une tête, tu trouves mais plein de pièces où tu dis, mais attends, mais ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Et donc j'ai une boîte à idées à côté qui est une boîte vide et là je mets des trucs dedans. Et ça va servir, ça va pas servir. Bah, si ça sert pas, je remets dans la boîte correspondante. Et voilà, juste, je laisse chaque faction séparée parce que, bah, comme ça, quand même, je m'y retrouve. Mais là, par exemple, j'ai une énorme boîte de Rabio Tyrannide et ce qu'on avait fait un après-midi, c'était avec ma nana et mon frangin, on avait mis la table, j'avais mis la boîte au centre et je leur ai dit cet après-midi, on fait de la conversion, servez-vous et vous me faites des pièces pour mon armée Tyrannide, quoi. Ils t'ont créé des horreurs, quoi. Ouais, bah ma nana, elle a fait une espèce d'araignée gigantesque sur une souche qu'elle allait chercher dans la forêt et du coup qui est devenue la reine Norne de mon armée. Ah, excellent. Mais c'est trop bien, c'était trop bien. Et puis elle qui aime pas, qui est pas intéressée par Warhammer et tout ça, bah c'était un petit moment tous les deux qui était plutôt cool. Il y avait aussi mon frangin, donc on était tous les trois. C'était un petit moment familial vraiment vraiment sympa un dimanche après-midi, voilà. Et avec cette énorme boîte et plein de rabios et tout le monde fouillait dedans, ça c'était vraiment trop trop cool, quoi. Excellent, bah ouais. Ça c'est trop bien, hein, ces petits ateliers modélisme. Là, ouais, si en plus on super, peut les partager, là, ça c'est clair. En prenant l'apéro, là, c'est magnifique. Et du coup, toi, tu as un regard du coup assez négatif sur tout ce qui va toucher à la création 3D ou au print 3D du coup. Alors pas négatif, c'est juste une technique qui ne m'intéresse pas personnellement. Mais je vais jamais cracher dessus parce que gamin ça me faisait rêver, je me rappelle en avoir parlé imagine un jour on pourra imprimer nos Warhammer. Mais maintenant que ça existe en fait, ça ne m'intéresse pas parce que ça correspond pas à ma vision justement de j'ai ma boîte à rabios, je fouille et il faut que je me démerde pour trouver ce qu'il y a. En plus c'est des lots que j'achète sur le bon coin, donc il y a aussi ce côté pochette surprise que j'aime trop et je sais vraiment jamais trop à quoi m'attendre et je ne sais jamais à quoi va ressembler une conversion à la fin une fois qu'elle sera montée, sous-couchée et peinte. Ouais. Donc ça c'est super. Et donc l'impression 3D, je n'accroche pas avec l'idée de je vais sur internet, je trouve exactement ce que je veux, je l'imprime en un bloc ou même si on peut imprimer des rabios. J'entends complètement l'argument, mais déjà j'aime pas la matière, j'aime pas la résine, j'aime tellement le plastique qui est tendre, que tu peux découper. Tu sais qu'il va pas bouger, alors que j'ai des trucs qu'on m'a imprimé en 3D. Ouais. Bah ça store un peu, avec la chaleur ça vient bouger. Ah ouais, bah la résine demeure une vraie saloperie. Après, en vrai, là, on est vraiment dans une période où le truc est en train d'évoluer en flèche. Complet, honnêtement, ouais. Moi, sur mes dernières commandes de bits résine, moi, je n'imprime que des bits en fait. Ouais. T'as une résine, justement, en fait, qui renoue avec cette espèce de tendresse du plastique. Alors certes, tu peux pas vraiment taillader dedans, tu peux pas faire tout ce que tu veux, mais la matière, on est à des années-lumière des pauvres figurines en résine qu'on connaissait il y a encore 2-3 ans, c'est-à-dire cassantes, tu vois, toute dure, toute sèche, toute froide là. Le truc est en train d'évoluer en flèche. À titre personnel, je n'y connais rien. Ouais. Je laisse bosser les autres à ce sujet. Mais en tout cas, je comprends très bien ton point de vue de vouloir monter les choses un peu à ta manière. Cependant, regarde, je peux très bien te mettre au pied du mur. C'est OK, tu veux faire un grand QG Imperial Fist.
piste. Du coup, ton épaulière avec le gros point dessus, là, tu vas la sculpter toi-même, du coup. Bah ouais, en green stuff. Carrément. Ouais, et tu moules. Voilà. Et après, il peut faire ça, le match d'aimant, mais quel grand pouvoir! ou même en fait, t'as une spalière, mais tu fais des moules après en silicone et là, mais tu vois, et tu fais ton moule toi-même, quoi. Oh putain, ouais, chaud. Et du coup, après, tu reproduis. Et en fait, c'est ça qui est trop cool. Par exemple, là, pour mon armée tyrannide, il y a un buste des guerriers tyrannides qui est trop bien, que j'utilise pour faire la tête de mes Thermagant. Et j'ai montré ça à mon frère. Mon frère, lui, c'est le technicien, donc c'est-à-dire que lui, il a plein d'imprimantes 3D. Ouais. Et lui, il fait des moules en résine, en fait. Et ça, il faut qu'il m'apprenne, par contre, en silicone. Ah. Ça, il faut qu'il m'apprenne. Et donc, du coup, je lui ai filé la pièce et j'ai fait, ouais, tu peux m'en faire à peu près 10. Et du coup, ce truc, c'est... Mon frère m'a envoyé des photos avec ces espèces de moules qu'il était en train de faire, en me montrant tous les petits échecs et tout. Et puis après, en m'enfilant 5-6. Et je suis là et je dis, putain, c'est mon frère qui l'a fait. Il a passé sa soirée dans le garage pour les fabriquer. Et on revient sur ce côté très traditionnel. Ouais. Là où, pour une impression 3D, une imprimante 3D, ça serait, il a trouvé le modèle sur Internet, il a programmé l'impression, il a vécu sa vie, il est revenu. Après, il y a toute la phase de nettoyage, etc. Hein. Je cherche pas à dénigrer l'impression 3D, mais c'est juste que il y a un rapport à la matière et à l'objet qui est moins charmant, à mon sens, pour l'impression 3D, même si on peut toujours aussi... Ah ouais, non, ça c'est une évidence, quoi. Tu rentres tout de suite dans quelque chose de plus industriel. À vrai dire, si on devrait y trouver du charme et de la création, ça viendrait tout simplement de la part de ce fichier 3D, tu vois, que le mec, il a modelé oui, tout très à fait, longuement hein. sur un ordinateur avant d'en imprimer je ne sais pas combien de prototypes avant de trouver la formule qui allait très bien, quoi. C'est du côté des créateurs, je pense qu'on retrouve cette magie-là, mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, voilà, tu downloads des STL, tu les fais imprimer et ça s'arrête là, quoi. C'est ça. Mais après, ouais. Bon, après, moi, vraiment, l'impression 3D, je trouve que quand même, c'est un super bel outil. Et ça me fascine aussi de voir ce que les gens peuvent faire avec. Et en effet, à quel point ça peut ouvrir des portes. Également, c'est sûr que mes conversions pourraient être encore plus folles, je pense, si j'imprimais des trucs en 3D dans tous les sens. Mais ouais, j'avoue, je préfère aller à Action, acheter des bâtonnets de glace et faire avec des structures et ce genre de trucs, pistolet à colle à chaud. Il y a des mecs qui font des trucs au pistolet à colle. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant, quoi. Donc voilà, c'est tout ce truc où c'est de la débrouille. Il y a un aspect peut-être un peu plus punk, on va dire, dans la construction. Qui me parle, quoi. Ouais, puis de toute manière, ta méthode, on va dire, en fait, elle est parfaitement incarnée, je trouve, dans tes figurines. T'es des veaux là avec des cierges qui leur brûlent sur la gueule. C'est pas quelque chose. Et c'est l'impression 3D. Et ça, c'est l'impression 3D. Hein. Les cierges, c'est l'impression 3D. J'avais acheté ça sur Ginstruff World. Donc voilà, je mange quand même à tous les râteliers. Mais j'avoue. Je les ai collés et tout, et j'avais quand même ce truc de me dire, il faudrait que j'apprenne à faire en green stuff des bougies quand même. Parfois, on a le droit de s'accorder quelques facilités aussi, hein, on va pas déconner. Ah, total. Non, mais bien sûr. Non, pour moi, il faut jamais dire qu'une technique est mauvaise et ne sert à rien. Faut pas être contre ou en opposition à une technique différente de celle qu'on apprécie, quoi. Au contraire, c'est bien d'aller regarder aussi dans cette direction-là pour justement s'épanouir dans son hobby, quoi. Ouais, je te comprends. Moi, c'est vrai qu'en fait, là, ces dernières semaines, moi, je m'accorde justement quelques facilités avec des bits 3D, si tu veux. Je cherche les créateurs. Si tu veux, regarde, moi, je suis un joueur Blood Angel, tu vois, j'ai plus de 10 000 points. Oui. Les dernières figurines, je les trouve à chier. Évidemment, tu vois, faut que je trouve une alternative. Et cette alternative, j'avoue, donc là je trouve les créateurs 3D, ils font du super boulot, j'ai plein de pièces, tout ça. Mais si en plus, je pouvais y mettre un peu de sculpte, j'avoue, ouais. J'avoue, c'est pas mal, là tout de suite. Bah ouais, j'ai repris Warhammer avec les Blood Angels et oui, quand j'ai vu les sorties Blood Angels, j'ai pleuré du sang, voilà. Ah ouais, non. La garde sanguinienne, moi j'ai fait un arrêt cardiaque, hein, sans déconner. C'est terrible, hein, c'est terrible. Ouais, je m'étais fait une garde sanguinienne justement convertie où je les avais primarisés, je les avais mis même plus grands que des primarques pour qu'ils soient superbes. Et puis bon, j'ai revendu toute mon armée Blood Angels il y a de ça 1 an. Donc maintenant, qu'est-ce que ça fait? En fait, je pars du principe que quand ça traîne trop depuis trop longtemps, c'est que ça m'intéresse pas et je le vends. Ouais. Et en fait, ça finance mes projets. En fait, je fais beaucoup d'achats-reventes sur le Bon Coin. Et l'idée, c'est que aucune thune de mon salaire n'aille dans le hobby.
Et Tu en fait, recycles tout en permanence, quoi. c'est ça, ouais. Donc là, maintenant, j'ai presque vidé mes stocks. Donc là, j'ai presque plus rien à vendre sur le bon coin. Mais il reste encore des trucs. Et voilà, dès que la thune, dès que j'aurai réussi à vendre, ça me servira uniquement pour mes projets, quoi. Et donc, j'ai revendu mon armée Blood Angels parce que je voulais me focus sur, c'était sur Mordheim à ce moment-là. Et du coup, je voulais m'acheter des rabios de l'Empire, etc. Et puis racheter aussi des rabios pour mes sœurs de bataille. Donc, et mes Blood Angels prenaient la poussière et j'avais aucun plaisir à les jouer. Et je me suis dit que quelqu'un les fera vivre et voilà. Donc je sais que ma garde sanguinienne est en Grèce. Voilà. Ah putain, carrément quoi. J'ai tenté eBay, j'ai fait une vente sur eBay, après j'ai arrêté. Parce que le bon coin, je préfère, c'est beaucoup plus simple. Eh bien, ils doivent être tout bien, tes petits anges au soleil, là. Ouais, tout à ils doivent fait, être tout bien. Ils doivent être tout bien. Mais écoute, venons-en, tu as abordé un peu, par exemple, Le Bon Coin. Moi, j'ai un regard, franchement, très sévère, tu vois, sur ce qui est devenu le marché de l'occasion. Game Workshop, je trouve tout simplement que ça s'est aligné de plus en plus avec une politique commerciale mais archi énervée de la part de l'éditeur. Je trouve qu'en fait maintenant le marché de l'occasion est quand même devenu un reflet de ça. Les gens spéculent. Qu'est-ce que tu en penses? Moi honnêtement, il y a peut-être une annonce sur 100 que je trouve juste, tu vois, même pas forcément intéressante mais juste quoi. Ouais. Pour moi les mecs ils font vraiment n'importe quoi en termes de tarifs. Déjà en fait quand je vois un truc qui m'intéresse mais qui est trop cher, déjà j'envoie un message et je commence à négocier. Là, il y a quelques semaines, on m'a renvoyé chier parce que la personne m'a dit oui, si tu trouves ce truc-là à ce prix-là, je te souhaite bien du courage. Et puis j'ai trouvé quelqu'un qui vendait exactement ce que je voulais au prix que je voulais. Donc voilà, il suffit juste d'éplucher un peu. Les gens, ils ont l'impression de vendre des trésors. Hein. Non, mec, c'est juste ta collection Imperium de merde que tu mets au prix du neuf quasiment. Calmez-vous, quoi. C'est ça. Mais le truc, c'est qu'on est aussi, on a la collectionnite, on a ce truc-là, on est des nostalgiques, on cherche à retrouver les figurines de notre enfance des fois, et donc on est prêt à mettre le prix. Et c'est sûr qu'il y a des figurines, des fois, c'est abusé en termes de prix. Enfin, moi, il y a des trucs que je recherche. Par exemple, je veux des joueurs d'épée en métal pour mon armée de l'Empire pour Battle. Je veux pas ceux en plastique, je veux ceux en métal. Ça va me coûter une centaine d'euros si j'achète sur le bon coin. Donc je me dis un jour peut-être. Après j'ai trouvé des personnes qui font des figurines alternatives mais en métal. Donc par exemple Fonderie Miniature, ce genre de trucs là, et qui sont très très sympas. Donc voilà, je vais juste regarder chez un autre fournisseur et que ça colle et puis voilà. Mais sinon pour le marché de l'occasion, en effet, il y a des prix où tu te dis mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est cher, mais c'est pas grave en fait, je passe à côté, puis je sais que je finis toujours par trouver une annonce qui me correspond en fait. Ouais, avec l'acharnement, ça finit par payer quoi. Moi, je t'avoue que j'ai lâché l'affaire, hein, vraiment, le marché de l'occasion, j'y arrive plus quoi. Ouais, franchement, moi c'est plutôt correct. En fait, je me fixe un prix et puis quand c'est au-dessus, je regarde même pas l'annonce en fait, je regarde même pas ce qu'il y a dedans, je me dis c'est trop cher en fait. Ouais. Et pareil pour le Karamazov par exemple que j'ai chopé là sur le Bon Coin, la personne proposait un prix plus élevé. On a discuté et je l'ai eu pour 50 euros, alors qu'il en valait 40 à l'époque. Donc je me dis, bon, il y a une plus-value de 10 euros, c'est pas très grave, la pièce est rare. Et aussi, bon, moi je suis un peu collectionneur et tout ça, donc je peux accepter aussi que certaines figurines soient un peu plus chères qu'à l'époque, parce que je me dis, il y a la rareté de l'objet, en effet, mais bon. Voilà, vendre une boîte à 450 euros, je pense à la boîte de Necromunda 1995 que j'aimerais bien me procurer. Quand je la vois à 450 balles, je me dis, non, c'est Gorka Morka. Ouais, c'est Gorka Morka que j'aimerais bien choper. Gorka Morka, je l'ai eu, ça, j'y ai joué, ouais. Ouais, voilà, moi, je l'ai pas connu à l'époque, mais là, justement, maintenant, là, donc on a acheté une baraque à la campagne et à 2 km, il y a un pote à moi qui habite là-bas et qui joue à Gorka Morka et qui a un fondu de ce truc-là et qui m'a grave donné envie d'y jouer. Donc je me suis dit, vas-y, il faut que je m'achète les livres de règles, et c'est 50 balles le livre de règles, et il y en a 2. Donc je me suis dit, 100 balles les règles, bon, c'est un peu... Ouais, ça pique, hein. J'ai fait une émission sur Inquisitor il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que le jeu était proprement devenu inaccessible, que ce soit les figurines ou les bouquins de l'époque, les mecs ils mettent ça à des prix complètement fous. C'est ça. Moi je l'ai acheté à la bonne période, je l'ai trouvé à 20 euros sur le Bon Coin, le livre de règles. Ouais. Mais et pareil sur des groupes Facebook aussi des fois pour Mordheim par exemple le livre de règles qui se vendait mais trop cher, je suis allé voir à gauche à droite et sur un groupe Facebook je fais une annonce, je dis salut, je suis à la recherche du livre de règles Mordheim, est-ce que quelqu'un l'aurait? Et quelqu'un me contacte en MP et me dit écoute moi je l'ai en état neuf, il traîne depuis des années sur mon étagère, je te le fais à 30 balles. Bon excellent. Feu, ça me va, un livre comme ça à 30 euros, j'accepte complètement, ça reste cohérent. Donc bon.
Et voilà, et en fait, c'est des fois, en fait, prendre son temps, il faut pas se dire je veux ça tout de suite parce que bon, bah, des fois, on tombe sur des annonces qui sont trop chères, mais il y a toujours quelqu'un qui propose un lot, qui propose un truc avec dedans, en fait, ce qu'on recherche, et à un prix correct, ou du moins, bah, c'est des humains à l'autre bout, donc on peut leur parler, quoi. On peut dire salut, voilà, je te propose tel truc. Et après, sinon, pour finir avec ça et le marché local, moi, je commence à mettre de plus en plus en avant le troc. Oui, carrément, ouais, j'en ai un recours assez massif, ouais. quoi. C'est la manière le plus simple, c'est la manière la plus sympa hein, Ouais, de se faire des bits. complètement. Quoi. Bah là, par exemple, il y a un gars, je lui ai échangé des figurines de l'Empire contre une bouteille de cognac et des grillons charentais. Un autre gars, je lui ai acheté plein de bières et je lui ai envoyé un pack de bières qui est brassé dans une brasserie pas très loin de chez moi. Et donc voilà, il m'a envoyé son armée de l'Empire et bah lui, il a eu un beau pack de bières quoi. Excellent. Et voilà, je préfère ce truc-là de troc vraiment. C'est toujours plus sain et puis c'est tout quoi. Donc là c'est pour ça sur le Discord par exemple de de ma chaîne, il y a un coin pour troquer Ouais. où les gens peuvent dire bah salut j'ai ça, est-ce que ça intéresse des personnes, je suis à la recherche de telle ou telle pièce et les gens commencent à troquer. Moi je commence à troquer avec des gens aussi qui me suivent où on s'envoie des rabios, donc on se fait des petites pochettes surprises et puis voilà chacun paye le mondial relais de l'autre et puis pouf. Ouais, bah là, c'est tout ce qu'on aime, quoi. C'est tout ce qu'on aime. J'ai moi-même une petite section brocante sur le Discord qui fonctionne pas mal du tout, quoi. Mais ouais, je trouve que c'est le meilleur moyen, on va dire, de contourner les problèmes de montée de prix. C'est de rester entre passionnés et de se dire bon, bah voilà, on se respecte quand même. Ah ouais. Et puis ça fait toujours plaisir aussi de se dire ah c'est un autre passionné qui prend la main sur ce qui m'a appartenu, sur les figurines de mon enfance. Il y a ce délire un peu de transmission et je trouve ça très beau. Ouais, carrément, parce que c'est vrai que la numérisation un peu de tout ça, de l'achat-vente, a quelque part un peu, on a fait quelque chose d'assez désincarné, alors que, ouais, il y a 20 ans, nous, bah, c'était l'échange de bits, hein, à chaque fois qu'on se voyait le samedi pour jouer, chacun venait avec un sachet plein de petites merdes et on échangeait contre les petites merdes de l'adversaire, quoi. Mais ça, c'est génial. Mais ça, c'est vraiment super. Ouais. Donc ouais, c'est un moyen de renouer quelque part avec un aspect plus communautaire, de faire bosser la ruralité un petit peu également aussi. Justement, venons sur ce point-là pour changer un petit peu. Parlons un peu ruralité. Donc tu fais partie de ça. Où est-ce que tu vis ? Alors moi je vis en Charente. Ouais. Après je vais pas préciser vraiment précisément là où on a acheté notre maison, mais on est dans le Nord Charente. Ouais. Là on a acheté dans le Nord Charente qui est pour moi très beau. J'ai grandi dans l'Ouest charentais où il y a énormément de vignes. Voilà, du côté de Cognac, etc. Et en fait, trop de vignes. Trop de vignes, c'est très plat. Moi, ça me déprime. Et là, en fait, où on achète dans le Nord Charente, c'est hyper vallonné. Il y a de l'élevage. Donc, moi, j'étais ravi. L'autre jour, j'étais bloqué par une vache qui était au milieu de la route. Et en fait, vivre ça en Charente, ça, peut-être pour certains, ça a l'air de rien, mais moi, ça m'a fait un bien fou de me dire, putain, il y a du vivant, quoi. C'est pas des vignes qui sont en hiver complètement mortes et où t'es dans un truc un peu très dark fantasy, quoi. Clairement. Là, Ouais, mais j'ai un souvenir d'une longue balade en moto justement autour de Cognac. C'est vrai que le niveau paysage c'est beau, hein, mais par contre c'est un peu toujours pareil, quoi. C'est un peu toujours pareil, c'est un peu dur. Alors que le Nord Charente, bah là on a acheté, j'aime vraiment beaucoup, quoi. Ça me correspond plus en termes de nature. Il y a un peu plus de forêt aussi. Pour le coup, plus vallonné, tout ça, donc et il y a quand même la flotte. Tout ce dont on a besoin pour être heureux quelque part. Bon, puis du cognac, hein, on va pas se mentir, quoi. Du cognac, et puis après il y a les petites eaux de vie aussi, quoi. Là, un pote m'a trouvé un ancien bouilleur de cru parce que je me suis dit que je ferais bien mon eau de vie moi-même, mais après en fait j'ai réfléchi et je me suis dit ouais non, je vais laisser tomber. Mais on avait trouvé un alambic chez un vieux et j'étais à deux doigts de lui faire une offre, quoi, pour choper ça. Eh ben, tu sais quoi, il me semble que c'est illégal en fait maintenant. Quoi, ah non, mais je sais, c'est complètement illégal. Putain, les mecs, oh là là, bah, tu vois, ils nous refusent les plaisirs les plus simples, c'est quand même terrible, quoi. Ouais, bon après ça fait aussi de sacrés dégâts, mais bon, oui, bah c'est clair que ça fait toujours un peu mal de voir ces trucs-là interdits plutôt que peut-être être un peu peut-être mettre des normes, des contrôles. Après, je connais rien sur le sujet, donc je sais pas pourquoi c'est vraiment interdit. Mais voilà.
Alors, j'en connais pas beaucoup plus que toi, mais en tout cas, j'ai déjà pu boire des prunes qui pouvaient vraiment servir d'explosif. Donc, Oui. ceci explique peut-être cela. C'est sûrement ça, ouais. Bah, écoute, continuons un peu sur l'idée du petit rural quiz. Mhm. Alors, explique-nous pourquoi tu adores porter des cailloux très lourds. Ah, oui. Alors, le stone lifting, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Donc, en fait, c'est un sport qui est ancré vraiment dans des traditions qu'on retrouve partout dans le monde, qui est de soulever un caillou très lourd. Voilà, c'est, je pense, un des premiers sports de force qui a dû exister. Ouais, bah ça a été très institutionnalisé en Islande aussi, je crois. Tout à fait, ouais, l'Islande, l'Irlande. Chez les Celtes. Voilà, et puis on a ça au Japon, on a ça au Pakistan également. Bon, on a vraiment ça partout, hein. Vraiment. De toute façon, des cailloux, on en trouve partout. Voilà. La base, quoi, la base, un gros caillou, voilà, voilà. tu le portes et puis tu vois jusqu'où tu peux aller, quoi. C'est ça, voilà. Moi, j'appelle ça le syndrome CM2. C'est comme ça que je perçois le truc. Je vois vraiment pas ça de manière sérieuse. C'est vraiment ce truc de porter la plus grosse pile de chaises, tu vois, pour être le plus costaud de la classe. Bah ouais, il y a ce truc-là. Moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est en plus être dans le truc de je soulève des morceaux d'histoire. C'est-à-dire que là, j'avais trouvé un morceau. J'étais au pied d'une abbaye en ruine, Ouais. et j'ai trouvé une énorme pierre. Et je l'ai soulevé. Et en fait, je me suis dit, là, sur mon épaule, je porte quelque chose qui a 500 ans, qui a été soulevé par d'autres personnes, qui a été posé à un endroit. Et maintenant, voilà, je soulève ce truc. Pareil, j'étais allé voir un château en Dordogne, et il y a des gros boulets médiévaux que les mecs balançaient du haut des remparts, et qui étaient exposés là comme ça. Et ben, j'ai attendu qu'il y ait personne, et je l'ai soulevé. Et voilà, je me suis dit, j'ai soulevé un boulet médiéval qui a peut-être servi. Et voilà, et ça c'est un truc que j'aime bien. Aussi le rapport avec la nature, avec l'espace, de se dire c'est quelque chose qui est amené là, tu sais pas comment, pourquoi. Y a 1000 raisons pour qu'un caillou soit arrivé là où il est au moment où tu arrives devant, et de se dire juste bah je suis là, je suis au milieu de nulle part. Il y a cette immense pierre, c'est mon challenge, je vais la prendre, je vais la soulever, je vais l'épauler et je vais la reposer. Et je repars. Et je sais pas, il y a un truc un peu comme ça, très. Bah, une forme de beauté, hein. Ouais, complet. Enfin, moi, j'y vois un truc très relaxant là-dedans. Et j'aime pas du tout le sport pour le m'as-tu vu. Par exemple, quand je soulève un truc très lourd, je vais pas me mettre à hurler et à demander à mes potes de me filmer et crier devant la caméra et faire ah, j'ai soulevé le caillou. Non, c'est plus je le soulève. Je l'ai mis sur mon épaule, je le repose, je suis satisfait, je fais bon bah c'est cool. Et après je continue. Ouais, parce que ça existe en discipline sportive, hein, c'est Oui. le powerlifting, et c'est clair Tout à que fait. quand tu vois les mecs, tu sais, t'as des stars du milieu, hein, sur Instagram Ah bah et tout, oui, et putain, oui, ça c'est clair. ils sont excellents, quoi. Ça fait... J'ai fait une compétition de levée de cailloux du coup en septembre dernier. Et ouais, je voyais le comportement que j'ai toujours du mal à saisir, et je regarde ça avec un œil très curieux, mais j'en voyais qui soulevaient la pierre, qui hurlaient devant tout le monde, qui montraient leurs muscles, qui crachaient par terre. Enfin, il y avait un truc comme ça que je trouvais très... Je disais, mais quelle bande de barbares. Alors que moi, j'arrive, j'épaule mon caillou, je le pose, et puis je repars en silence, parce que je trouve que c'est juste... Je sais pas, il y a le rapport à l'objet, la pierre, c'est un vrai défi, parce que plusieurs pierres peuvent faire le même poids, mais ça va pas être la même prise. Et j'ai soulevé là l'autre jour des auges en béton qui étaient enterrées dans mon jardin, et je pensais qu'elles faisaient une centaine de kilos. En fait, elles en faisaient que 75. Mais j'ai soulevé une pierre à 95 kilos qui, elle, semblait plus légère, parce qu'en fait la prise était pas du tout la même. C'était beaucoup plus difficile à l'amener, etc. Et j'aime bien aussi ce rapport à l'objet, de se dire bon, comment est-ce que je vais le choper, comment est-ce que je vais réussir à l'épauler, et puis est-ce que je vais réussir à me lever. Là, j'ai un caillou chez moi que j'ai appelé le Némésis. Il faut que je le sculpte d'ailleurs, Némésis. J'ai réussi à le faire décoller du sol de 5 cm à peu près. Et bah voilà, je sais qu'il bougera pas. Je sais où le trouver, je sais où il habite. Bah t'inquiète que voilà, je vais le soulever un jour, quoi. Et le jour où je le soulèverai, je serai super content, je pense. Et puis après, je le reposerai là où il est, et puis ça sera fini, quoi. Ah, je comprends très bien cette espèce de rapport à la matière. Moi, tu vois, mon trip, c'est le bois. Oui. Tu vois, moi, je suis beau, si ça. j'arrive à toucher une très très ancienne poutre qu'il y a dans une espèce de grande grange en Normandie, tu vois, je suis très heureux. Ah bah oui, non mais ça c'est extraordinaire. La pierre, j'aime beaucoup aussi. Moi, dès que je visite un château, je caresse tous les murs, tu vois. Oui. Ouais, non mais c'est ça. Oui, il y a un rapport tactile en plus qui est super. Il y a l'odeur. Bah alors surtout pour le bois, l'odeur du grave. bois. Qu'est-ce que j'adore ça là. Puis Les vieilles caves là, quel bonheur. Ah oui, total. Ah non, ça c'est sûr. Mais ouais, là notre maison, celle qu'on a achetée, c'est une vieille
c'est une petite fermette charentaise et on a des grosses poutres dedans et bon voilà, on a dû rehausser le parquet, etc. Et tu dis putain, tout ça a été déposé il y a 200 ans par quelqu'un. Ouais. C'est ouf de voir la poutre, cette grosse poutre qui a commencé à se courber un peu avec le poids de l'étage et donc voilà, on a dû bricoler tout ça et redresser le plancher, mais ouais, c'est fascinant parce que c'est un objet qui est là depuis tellement longtemps, mais qui continue à vivre et qui sera encore là une fois que nous on sera plus là. J'aime bien. C'est increvable aussi. Hein. Moi, pareil, ma maison a 200 ans, donc évidemment, c'est une passoire thermique terrible. Mais par contre, t'as de la pierre, du bois et des trucs qui sont là depuis longtemps. Et voilà. Je suis prêt à payer le prix de l'isolation thermique toute pourrie. Oui. Écoute, continuons dans le rapport tactile. Pourquoi la moustache plutôt que la barbe? Ah, alors, parce que je suis un berbe, déjà des joues. Ça se voit sur les vidéos, hein. Si vous observez bien, voilà, vous verrez que j'ai pas des masses de poils sur les joues. Mais surtout, ouais, et puis par contre, j'ai quand même une belle moustache. Mais en fait, la moustache, ça vient du fait que il y a des années de ça, j'étais Monsieur Loyal dans une troupe d'effeuillage burlesque. Ah putain. Et voilà. Et donc du coup, pour un show, j'avais laissé la moustache et c'était en 2016-2017. Et depuis, en fait, je l'ai pas enlevé. Ça fait partie de moi, quoi. Tous mes potes. Je pense que si j'enlevais la moustache, mes potes ne me reconnaîtraient même pas. Et après, peut-être qu'on viendra en parler plus tard, mais je suis président d'un club de Béour et c'était aussi mon signe de reconnaissance en tant que combattant. C'était ce truc de lui c'est le gars à la moustache quoi. Ouais, et quand on parlait tu sais le type qui combat là avec la moustache, tout de suite on savait que c'était moi et c'était vraiment ce truc de voilà, ça fait partie de mon identité, c'est mon visage, c'est la moustache et voilà, et c'est juste c'est pour un show burlesque que je l'ai laissé pousser et depuis je l'ai quasiment jamais rasé. Il y a eu une ou deux fois je crois que je l'avais rasé vite fait. Mais sinon, non, j'attaille. En tout cas, tu as tout à fait raison, ça te va très bien et je te conseille de ne jamais la raser parce que en vrai, quand t'arrives à 40 ans et tout, putain, j'ai déjà fait l'expérience. Hein, une fois, j'ai tout enlevé, je me suis dit, oh putain, ce bébé de 40 ans. Là, oui, non mais complet. C'est absolument infâme. Quoi. Non mais c'est ça. Je pense que si je me la rase, je perdrais 40 points de charisme. Ah ouais non, là, ta meuf s'en va et tout. Et voilà quoi. C'est terrible quoi. Écoute, continuons dans l'érotisme parce que ça, tu viens de l'aborder. Pourquoi vous tapez dessus en armure, vous autres? Alors pourquoi on se tape en armure, ça c'est une bonne question. Il y a un truc catharsique là-dedans. Je sais pas. Moi en fait c'est vraiment le plaisir d'aller me battre. C'est ce truc. J'aime me battre. J'aime me battre et j'aime faire mal aux gens. Vraiment. C'est un truc où je tire beaucoup de plaisir à ça. Et le mieux en plus c'est que tu fais ça avec des potes. Donc il y a vraiment, j'appelle ça du hooliganisme médiéval quoi. Le Béourt avec tes copains. Ouais, la bonne vieille, la mornifle quoi. T'y vas, tu te tapes mais fort. Et en plus, voilà, moi j'ai combattu dans plusieurs endroits en Europe. Je suis allé en Serbie, je suis allé en Norvège, en Espagne, en Italie. Donc en mode vraie discipline sportive, quoi. Ah oui. Ah oui. Moi j'ai fait une sélection en équipe de France en 2019. Ouais. Où j'étais allé aux Mondiaux en Ukraine pour représenter la France. Ouais. Dans la Ligue IMCF, il y a 2 ligues et moi j'étais dans la Ligue IMCF. Donc il y a très boudé en France, mais bon, moi n'empêche que je me suis dit je représente quand même les couleurs de la France et c'était vraiment super pour moi qui était pas un gros sportif à la base, mais je m'étais vraiment donné pour pouvoir y arriver. Et après là j'ai monté mon club il y a 5 ans et moi mon objectif c'est si je monte un club, c'est pas pour porter une armure et rigoler, c'est pour être dans le top français. Et là, ça fait la 2e saison qu'on est en Ligue 1. Trop bien. Malgré 5 ans d'expérience et voilà. Et ça taffe et nos combattantes sont championnes de France. Notre équipe féminine est championne de France. Ouais. On a une combattante qui est championne de France de MMA en armure. Oh putain. Et notre équipe masculine, l'équipe masculine top. Je crois qu'on a fini top 5 l'année dernière. Très cool. Donc top 5 ou top 6, je sais plus. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est vraiment l'idée. Quand je fais un truc, c'est pour bien le faire. Ouais, et rappelle-moi, parce que j'ai déjà mis des armures, j'ai pas mal de potes qui sont là-dedans également. Yes. Rappelle-moi combien de kilos on a sur la gueule avec tout ça, quoi. C'est 30 à 40, non? Ouais, 30 kilos. Après, comme nous, c'est un sport, on optimise. Comme tout sport, en fait, t'optimises ton matériel. Donc, on va chercher à s'alléger un maximum. Ouais. Et donc, si on peut descendre à 25 kilos, c'est très, très bien, mais c'est dur. On est vraiment sur du 30 kilos. Ça, c'est vraiment la moyenne. Le matos, c'est ça. C'est 30 kilos. Après, voilà, comme nous, on le voit comme un sport, c'est que derrière aussi, on a la prépa physique. Donc,
Jusque-là, c'était 3 entraînements par semaine. On a basculé à 2 entraînements. On s'est rendu compte que ça permettait aux gens de souffler un peu et moins de pression parce que voilà, il y avait toujours cette pression d'être au top et c'est pas facile. Mais derrière aussi, il y a la prépa physique. Donc tous les mecs du club et les nanas, en plus de ça, vont faire de la muscu, ce genre de trucs-là. Donc, ce qui fait que tu as une condition physique faite pour te battre avec 30 kilos de matos et un entraînement spécifique. Avec beaucoup de poids. Ouais. Bah là, aujourd'hui, c'est dimanche. Donc là, ils ont eu entraînement en armure aujourd'hui. Trop bien. Donc, entraînement toutes les semaines en armure. Trop bien, le petit entraînement en armure du dimanche, là, putain, ça me vend du rêve, ça. Ouais, ça. Ouais, c'est parfait. Et continuons dans la panoplie du guerrier, parce qu'il me semble que tu as récemment réhabilité le port de la Charentaise en vidéo. Ouais, et du coup, tu vis en fait dans cet endroit merveilleux où sont fabriquées ces superbes pantoufles. Parle-nous de la Charentaise et dis-nous pourquoi c'est génial. Parce que moi également, j'en porte aussi en laine de mouton. Ah, très bien. Ah oui, pareil, là, celle que j'ai, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est des pantoufles, quoi. Ouais. C'est pas tes chaussures. Quand tu marches chez toi, t'es avec tes pantoufles. Et je me rappelle de quand j'étais ado, on allait dans un gîte où, quand t'allais là-bas, t'avais plein de charentaises. Et donc, en fait, t'arrivais et c'était le premier truc, c'est que t'avais des paires de charentaises et chacun avait ses charentaises et t'étais vraiment en vacances. Tu marches dans de la laine, c'est doux, quoi. Chaque pas est agréable. Et ça fait des années que je voulais des charentaises et du coup à Noël j'ai eu 2 paires. Mon père m'en a offert une, ma copine m'en a offert une. Du coup j'ai mes 2 paires de charentaises, je peux varier. Et donc dès que je suis chez moi c'est charentaise direct en fait parce que c'est trop bien, c'est doux et il y a vraiment ce truc de je suis à la maison et surtout ce truc de maintenant ça veut dire que je n'ai plus besoin de sortir. Donc j'ai pas besoin de faire toutes les choses de la vie, aller faire des courses, aller au travail, tout ça. Non, tout ça c'est fini, ça veut dire que j'ai mes charentaises, la journée est terminée. Maintenant, c'est chillax et point quoi. On me fout la paix. Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est que du bonheur les gars, au lieu d'acheter des pantoufles d'esclaves là dans des trucs de commerce mondialisé, non. recherchez une petite entreprise charentaise qui vous fera une super. Et en plus c'est pas cher, ouais, c'est vraiment pas. C'est 30 à 40 balles pour un truc fabriqué maison là, c'est pas mal quoi. Tout à fait. Ouais, non, clairement. Et puis non, mais c'est super agréable. C'est ma copine du coup qui est journaliste qui avait fait un documentaire sur la charentaise et qui était revenue avec une paire de charentaises. Du coup, il lui avait offert une paire de charentaises. Et c'est là où en fait je me suis dit mais je me suis rappelé à quel point c'était bien d'avoir une paire de pantoufles déjà, mais plus précisément une paire de charentaises, pas des espadrilles. Hein. Oh non. Encore les Crocs, j'ai une forme de respect pour les Crocs, moi. Je sais pas pourquoi. Ah, les Crocs, mais les Crocs, ça peut se défendre. Ça peut se défendre. Ouais. J'ai eu longtemps des Crocs, mais la charentaise est au-dessus. Clairement, c'est au-dessus, quoi. On est d'accord, c'est la star de la pantoufle. Il vous en faut absolument une paire pour peindre en toute tranquillité. Tout à fait. Continuons avec un petit lot de questions toutes plus intelligentes les unes que les autres. On va essayer d'y répondre plutôt rapidement. Le but du jeu, c'est un peu de tester ta puissance rurale, mon ami Diffus. Alors, plutôt pizza ou blanquette de veau? Ah, blanquette de veau. Ah, bonne réponse. Après, les pizzas, j'adore ça. J'adore. Là, on a un pizzaiolo à côté de chez nous. Ouais. C'est pas mal. Mais là, une bonne blanquette de veau, si, quand même. Ouais, je valide. Plutôt le lore des White Dwarf ou le lore de la Black Library? Ah, White Dwarf, leur White Dwarf. Ouais, du coup, dis-nous un mot là-dessus. C'est vrai que c'est un peu 2 écoles. Hein. Je note ça souvent un peu chez les joueurs qui m'accompagnent. Il y a l'école White Dwarf et il y a l'école Black Library. C'est 2 aspects du lore vraiment différents, quoi. Moi, pareil, je pencherais plus un peu du côté Team White Dwarf, mais j'en lis beaucoup quand même, hein, la Black Library. Bon, surtout les Résidorus, pas vraiment de lore récent, on va dire. Mais après, pour ma part, je lis pas de bouquins, de romans. J'ai pas de capacité de concentration qui me permettent de lire un livre. Ouais. Donc c'est pour ça le format White Dwarf me va très bien. C'est 2-3 pages, boum boum, tu tournes ton truc. Et puis je sais pas, ça permet de comme quand je parle ou je fais de la conversion, en fait je pars dans tous les sens. Et le White Dwarf me permet. C'est surtout en fait le format qui m'intéresse entre White Dwarf et Black Library. C'est plus ça. C'est le format White Dwarf me correspond beaucoup plus que un bouquin, on va dire classique, traditionnel. Et puis voilà, parce que sinon le lore vraiment. J'avoue, je suis pas un ultra calé du lore. J'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent, comment fonctionne le système. Mais après, je vais pas pousser plus loin. J'aime bien faire vivre à partir du système que j'ai capté.
faire vivre mes personnages au travers les batailles que je vais faire, quoi. Ok. Et d'ailleurs, j'entends partout autour de moi que, tu vois, White Dwarf, il y a eu un âge d'or, clairement. Ensuite, c'est devenu une espèce de feuille de chou sans grand intérêt. Franchement, là, de ce qu'on me dit depuis quelques mois, il y aurait un vrai retour de White Dwarf, quoi. Tu vois, le White Dwarf qu'on aime. Justement, le pote que j'ai vu là, dont je parlais plus tôt mercredi, sur sa table basse, il y avait le dernier White Dwarf. Bon, déjà, je trouve que la couverture, elle me donne envie de vomir, personnellement. Ça ne me parle tellement pas. Je vois ça de loin, ça m'intéresse vraiment pas. Mais et il m'a dit, en fait, il m'a dit les mêmes choses que ce que j'avais pu conclure il y a quelque temps, c'est que ça n'a plus du tout la même saveur que ça a pu l'être à un moment. Avec beaucoup de conseils de comment gagner. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a l'autre jour, je lisais, je crois que c'est le White Dwarf 134 ou 135, je sais plus, mais il y a un article qui est comment perdre à Warhammer. Et j'ai trouvé ça trop beau. Oui, ouais, j'en ai un souvenir de ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça trop beau, en fait. Et je me suis dit, mais putain, mais oui, en fait. Et c'est là où tu vois que, en fait, le différentiel est là. Ouais, non, ça, j'avoue, faut pas. Mais en tout cas, apparemment, on renoue avec certaines qualités. Donc, je vais m'en payer un, quoi, juste pour un peu vérifier par moi-même. C'est ça, j'avais fait ça il y a 1 an à peu près sur Twitch. On faisait la lecture de White Dwarf le matin. Et je me suis dit, arrêtons d'être des vieux cons. Je vais aller acheter le dernier White Dwarf et puis on va vraiment regarder, en fait, si c'est aussi terrible qu'on le dit. Ouais. Et puis en effet, il y avait 2-3 belles choses, mais j'ai pas envie de replonger dedans. Alors que les vieux White Dwarf, t'as l'impression toujours de redécouvrir un peu quelque chose. Ouais, c'est toujours un trésor, les vieux White Dwarf. Moi, j'en ai des centaines. Mais c'est un magazine qui a été écrit par des passionnés. Et c'est passionnant, du coup. Ah ouais, grave. Ouais. Là, aujourd'hui, je trouve que c'est très orienté jeu, stratégie, et c'est pas une vision qui me parle. Après, il y a peut-être des gens, et je pense que oui, qui se retrouvent là-dedans et qui disent que dans les White Dwarf d'avant, c'est pas ouf, quoi. C'est pas intéressant, c'est vieillissant, je sais pas. Mais ouais, non, c'est vraiment des témoignages de vieux cons comme toi et moi qui m'ont dit retourne-y. Honnêtement, ces derniers temps, ça vaut pas mal le détour. Donc je vais le faire. Okay, oui, non mais complet, il faut toujours. On verra bien. Allez, autre question. As-tu une basse-cour et as-tu donné à tes petits animaux des petits noms du 41e millénaire? Alors pour l'instant, on n'a pas la basse-cour, mais ça va venir. Mais là, comme on est en plein dans les travaux, juste pour qu'on puisse vivre dans la maison, on s'est dit les poules, ce sera pour plus tard. Ouais. Moi, j'ai envie d'avoir un âne ou même deux. Voilà. Ah putain, en vérité, il faut toujours en prendre 2. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. L'âne est une créature capable de mourir de solitude. C'est un truc de fou, quoi. C'est beau. C'est quelque part, c'est beau aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc il faut lui trouver un petit pote, pas forcément un autre âne, mais ça peut être un poney aussi. Ouais. Voilà, mais tout ça, tu vois, on se le posera plus tard parce que il y a tous les frais de veto aussi, la nourriture, etc. On a déjà un chien qui a un traitement qui nous coûte quand même la moitié d'une boîte Gorka Morka sur le Bon Coin par mois. Ah merde, donc, putain, pauvre. Après, on n'a pas d'enfants, donc quelque part, on se dit, et puis on se dit toujours que c'est des sous qui seraient partis dans un restaurant ou dans des bars, et donc ça serait transformé en caca ou en pipi. Je préfère que ça serve à mon chien et qu'il survive, et que voilà. Donc il a son traitement, il n'y a aucun problème. Mais oui, voilà, on se dit, on a la maison, on a les travaux, on a le traitement du veau. Chaque chose en son temps. Et puis voilà, c'est ça. Ouais, mais je compatis, moi j'ai un lapin qui m'a coûté une fortune cette année. Ah ouais, mais ça, non mais c'est ça, les animaux, quand on décide d'en prendre soin vraiment correctement, ça peut coûter cher, quoi. Allez, rien à voir, quel est ton Primarque préféré? C'est Sanguinus. Dans mes bras. Voilà, c'est magnifique. On est d'accord. Pour moi, il incarne tellement l'aspect gothique de Warhammer 40 000 et ce côté, la beauté et la quintessence de l'Imperium et compagnie, et à la fois aussi tout ce qui va. Après, c'est plus les Blood Angels, quoi, qui ont sombré dans la folie, mais c'est tout ça qui me plaît, c'est ce masque doré magnifique qui cache en fait quelque chose de terrible. Et puis sur ce que j'ai cru un peu comprendre sur Sanguinus, c'est quand même celui qui reste l'un des plus fidèles, les plus nobles, et qui à la fois est complètement dévasté par la trahison de ses frères, et avec le combat final, l'ultime combat contre Horus et tout ça. Enfin, je sais pas, il y a toute une forme de truc dramatique à la grande échelle qui me plaît bien, quoi. Tu as tout à fait raison. Naturellement, je ne puis qu'abonder. Pour poursuivre sur un thème très différent, as-tu un râtelier devant ta porte qui va te servir à faire sécher tes bottes de caoutchouc? Il est pas encore construit, mais ça fait partie
des plans, c'est sûr. Oui. En plus, on a un sol Ouais, bah, je argileux confirme. hardcore, donc ouais, il nous va C'est nous en un falloir. indispensable. Ouais, C'est un ouais. indispensable. Oui, c'est ça. Pareil aussi, je cherche des utilitaires là, parce que bon, bah avec mon grand scénic, dès que je veux partir un peu dans les champs, c'est compliqué. Là, on a chopé, ça y est, on a notre tracteur tondeuse, donc ça c'est une belle Ah. victoire. Mais on est en train de regarder pour un quad aussi. Enfin bref, on veut s'équiper de manière à pouvoir être mobile et vivre à la campagne pleinement et pouvoir dégueulasser la voiture sans que ce soit un problème aussi, quoi. Excellent, très bien. Dans le même thème un peu, est-ce que ta petite dame fout des plantes vertes partout, des fleurs et qu'elle veut des animaux tout le temps? Oui. Oui, Oui, complet. ah, Ah non, mais bah là, on a 6000 mètres carrés de terrain et Yes. j'ai dû batailler pour que dans les 2000 mètres carrés de terrain, je puisse faire un espace pour le béour. Parce qu'ils disaient, oui, mais mon potager, je faisais, mais attends, meuf, on a 6000 mètres carrés de terrain, je peux, là bah, où ça c'est devrait aller. Hein. loin de Ça la devrait maison aller, et ça devrait plat, aller. foutre un espace, ouais. Mais oui, bah là, quand elle est venue s'installer avec moi à Angoulême, j'ai dû trouver une maison avec une serre pour qu'elle puisse y foutre ses plantes. Et la dernière fois qu'on avait compté juste dans la serre, qui doit faire, 15 mètres carrés, il y avait plus de 100 plantes dedans. Oui, plus d'une centaine. Ok, bah, Et, écoute, on a la même, hein, on a la même. Voilà. Il y a juste elle a essayé d'en mettre une dans mon bureau, mais elle est morte, la plante. Et donc, du coup, voilà. Mais sinon, non, il y a des plantes partout, mais vraiment partout. Bah, voilà. Mais c'est très bien, je trouve ça très bien. Mais le truc, c'est, je ne m'en occupe pas, quoi. Je ne sais pas m'occuper de plantes, donc j'arrose de temps en temps, mais quand elle est pas là, mais je lui ai dit vraiment, l'entretien de tout ça, c'est ton plaisir, quoi. Donc, voilà. Bah, excellent choix. J'ai signé à peu près le même type de contrat, je t'avoue. Ouais. Il y en a trop. Moi, j'y comprends rien, tes machins. Là. C'est joli. Oui, non, j'aime c'est beaucoup, ça. Mais non, je la vois les mains dans la terre. Des fois, elle revient, mais elle est dégueulasse et elle m'explique ses problèmes de terreau, de trucs. Moi, ça me fascine. De toute façon, dès qu'elle ouvre la bouche, ma copine, je suis fasciné. Donc voilà, elle est extraordinaire. Mais je suis là et je me dis, putain, mais ces plantes, ça s'arrête jamais. Il y a un magasin de déstockage qui vend que des plantes quasiment. Et dès qu'elle revient de là-bas, bon, bah, elle revient avec je sais pas combien de plantes, alors que moi, c'est plus le pinard où les bouteilles sont à 3 balles et je fais, ah putain, c'est pas mal. Mais voilà, moi, je repars avec le pinard et Ah, mais elle, de toute manière, ne t'en fais pas. Si tu es un peu profane dans tout ça, la saison potagère approche et crois-moi, mec, que tu vas retourner de la terre sur pas mal de Non mètres mais carrés. Hein. j'ai vu ça là. Après elle met pas les pieds dans les supermarchés, mais je suis allé au Leclerc et j'ai vu là les promos sur tout ce qui est terreau et tout ça, et là tout de suite le premier truc c'est, oh putain, vas-y, ça y est, elle va pas m'aider pour les travaux, c'est sûr. Elle va être qu'au fond du terrain. Maintenant qu'en plus on a le tracteur tondeuse, donc ça veut dire qu'elle peut attacher une remorque derrière et y aller avec tout son barda. C'est fini, quoi. Je serai tout seul à faire le placo. Ouais, bah tu vois, chacun son truc. Hein. Ouais, clairement. Moi, Ouais. moi, pareil, ouais, si tu me donnes le choix entre le travaux et le potager, je signe tout de suite pour le potager. C'est merveilleux, le potager. Ah ouais, non, moi c'est les travaux par contre. Ouais. Ah ouais, non. Construire des murs, ouais. C'est ça, moi c'est casser des trucs, construire des murs, refaire, c'est du modélisme à grande échelle, quoi. Ouais, bah, je comprends très bien. Moi, c'est juste que j'ai deux pieds gauches à la place des mains dans Ouais. certaines disciplines. Hein. Par exemple, faire un enduit, puis je suis un vrai handicapé, quoi. Y a pas moyen. Ah bah ça je vais découvrir, j'y suis pas encore. Je suis un bricoleur pour l'instant, vraiment. Mais Par contre, j'aime bien dresser des beaux murs en pierre blanche, tu sais, avec de la chaux. Ça, ah je bah kiffe. ouais, là je suis en train de me faire un mur en pierre sèche dans mon jardin. Et c'est mon kiff, je suis comme un chasseur de Pokémon, là je vais aller traquer tous les plus gros cailloux qu'il y a dans mon jardin. Ouais, et puis après, faut voir qui s'emboîte avec qui et tout. Ah C'est mais sympa, quoi. comment c'est trop bien, ouais, tout le truc de réflexion. Là je me suis rendu compte que je m'y suis mal pris, donc je sais qu'il va falloir que je démonte une bonne partie de mon mur pour remonter derrière. Ça m'a pris 2-3 jours à accepter ça, mais il va falloir que je le fasse. Ah oui, ouais. C'est trop Ouais. bien, c'est vraiment, j'adore, c'est super. Tiens, rien à voir. Les Allez. Emperor's Children, on en pense quoi? Ceux qui viennent d'être révélés en figurine. J'adore. Ah, j'aime vraiment. Ah, Ah ouais, j'aime. Franchement, ils ont l'air très très bien. Après, il y a ce truc de ne jamais juger en photo parce que dans la vraie vie, ça n'a rien à voir. Il y a tellement de modèles comme ça que j'ai vu en photo sur Warhammer Community et à me dire ah c'est pas ouf. Et une fois que je les ai vus en vrai, en fait les figurines sont très sympas. Et bah ouais, je suis hyper friand. En fait, je veux faire une armée d'Emperor Children depuis un petit moment. ouais. Et en fait, là, ce que j'ai vu, je me suis dit, il y a un potentiel de fou. Parce que, bon, bah, comme toujours, en fait, je regarde le modèle, mais je me dis, c'est exploitable de fou.
pour en faire un truc encore plus personnalisé, quoi. Ouais, grave, ouais. Moi, je veux vraiment accentuer le côté persan de cette armée, aller chercher dans AOS et aller choper du Rabio, et peut-être leur faire des esclaves à partir de figurines historiques, un peu Empire ottoman, etc. Ça peut être sympa pour représenter des civils qui ont été capturés. Ouais, exactement. Ouais, moi, j'imagine bien des hordes de cultistes. Ah ouais, un peu, bah, tu vois, le boulot qu'ils ont fait. En mode grand sultanat, ça serait Le boulot super. qu'ils ont fait sur les Zedonites of Slanesh à Age of Sigmar, il y a tout ça, en fait. Il y a ce côté un peu érotique, déviant, orientalisant. Là, je trouve que ça manque un petit peu dans la nouvelle gamme 40K, mais on peut pas parler de... Voilà, ça reste une réussite, hein, clairement. Bah, alors moi je trouve qu'ils ont vraiment fait fort et surtout voilà, ça va très bien se marier avec les Edonites, justement, aller chercher tout ça Grave, ouais. dans les figurines AOS et mélanger les deux, et je pense que ça peut être fou de 40Kifier tout ça. Il y a je sais plus comment il s'appelle dans AOS là, un espèce de gros bouffeur Ouais, sur son chariot là. Gluxon, ou je sais plus comment, ou Glutalax, non, ça c'est peut-être un groupe, mais ouais. mais bref, en tout cas ouais, il y a ce truc de ce mec, je l'imagine tellement au milieu de mon armée de Slanesh, avec un truc complètement déviant, mélange cénobite et culture orientale. Ouais, ça peut faire un genre de prince démon, quoi. Ça peut faire un truc, ouais, total. Ah ouais, total, quoi. Et dans une campagne, ça peut être trop bien, quoi. Ce côté, toute une population devient déviante, et genre, je sais pas, rien que pour mes sorts de bataille, c'est un affront. Justement, pour l'Empire, il faut que tout soit propre, précis, clair. On obéit au dogme, et puis là, boum, tu mets un culte de Slanesh là-dedans, la décadence est totale. Ça peut être trop bien avec mon projet d'Eldar aussi, par exemple, ça pourrait se marier à fond. Et donc, ouais, non, les Emperor Children, je lorgne ça. J'attends les bonnes affaires sur le bon coin. Ça va arriver, c'est sûr. Ok, et puis bah, pour finir, si tu as une petite douceur alcoolique qui accompagne tes sessions hobby, laquelle serait-ce ? Alors, moi, c'est le whisky. Ouais. Vraiment, le whisky, j'adore ça. Tourbé ou plutôt Ouais, tourbé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le tourbé. Ouais. Bah, quitte à boire un alcool fort, autant qu'il soit fort jusqu'au bout, quoi. Donc, du coup, voilà, il faut qu'il me mette des claques. Mais non, le tourbé, c'est très, très bien. Et là, comme ça, après, il y avait un whisky, mais c'est con, j'ai oublié le nom. Alors, il y avait le Mac Warrior. Ouais. Ça, j'avais beaucoup aimé. Ouais, très, très bon. Pas mal, ouais. Et un autre là, l'étiquette elle est bleue, et c'est pas meuré, mais c'est un truc comme ça. Et c'était vieilli en fût de Porto. Vieilli et c'était une tuerie, quoi. Vraiment une tuerie. Vieilli en fût de Porto, merde, ça me revient pas, mais l'étiquette bleu et blanc là. Ouais, ça doit être ça. Et franchement, c'est Jura, ils en avaient déjà fait, je crois. C'est possible. Mais là, ça fait longtemps que j'ai vidé ma cave à whisky. En fait, moi, le problème, c'est qu'il faut pas me démarrer. Et j'ai un ami qui est mon voisin, donc vraiment qui habite la maison d'à côté, et qui est mon propriétaire d'ailleurs de la maison que j'habite actuellement, et qui un soir m'invite à manger chez lui. Et du coup, pour le remercier, je sais qu'il aime bien le whisky, je fais bah vas-y, j'ai une petite bouteille de Lagavulin 16 ans d'âge que j'ai depuis des années, donc c'est l'occasion de l'ouvrir. Le grand classique. Et on l'a torché en une soirée. Voilà, et on se l'est sifflé en une soirée, quoi. Ouh, ouais, ça c'est dur. 16 ans, une soirée, là, ça fait bobo le lendemain, ça. Ouais, alors c'est plus, je me suis dit dommage, elle est vide, mais à la fois, pour moi, c'est comme ça que ça doit être consommé, en fait. Parce qu'après, ça s'évente, et combien de whisky j'ai éventé, et je suis là, et je suis deg, j'aurais dû les remettre dans d'autres flacons, tout ça. Donc, en fait, maintenant, c'est... il y a de quoi pleurer, là. Ouais, non, maintenant, c'est la technique de, tu ouvres, tu écrases le bouchon, et t'assumes. Et puis, voilà. Mais non, là, en ce moment, c'est plutôt une eau de vie italienne, là, que j'ai dans mon bureau. Voilà, un petit verre... Ouais. Ça arrive assez rarement quand même. J'ai beaucoup ralenti sur la consommation d'alcool. Point trop d'en faut. Voilà, c'est ça. Oui. Faut que ça reste un plaisir. D'être dans les excès, puis voilà, c'est ça. Ouais. Donc, puis surtout là, en fait, j'ai vidé tous mes whiskies, j'en ai plus. Donc, je peux plus. Voilà, il me reste juste ma petite eau de vie. J'aime beaucoup l'eau de vie aussi. Donc, ma petite eau de vie italienne l'eau de vie, ouais, c'est ça. Et puis voilà, un petit verre comme ça, tranquillement. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup à toi, Diffus, pour ta participation à ce superbe Rural Quiz. L'exercice, en fait, consistait à mener une émission un petit peu différente de celle que tu as fait avec mon copain Thibaut du Land Rider. Donc, histoire d'avoir un peu deux podcasts
podcasts qui se complètent, qui se ressemblent pas trop. Mais ouais, puis Merci moi j'avoue pour ta participation en tout cas. C'est un début quoi. Voilà, c'est mon deuxième podcast, donc bon bah j'espère que les gens auront apprécié, auront réussi à suivre un peu. Je suis désolé si je pars vraiment dans tous les sens, mais bon voilà quoi, c'est moi, c'est diffus et c'est comme ça. Non, donc, non, bon, voilà. c'était très bien. Bon, bah, C'était chouette, très chouette. bien. Merci de m'avoir écouté quoi et de m'avoir invité surtout. C'est vraiment très sympa de ta part. Bah non, à ton service, mec. Hein. Moi, ça a été quand même le gros coup de cœur. Hein, tes 2 petites vidéos là. Ah, bah, j'ai cool. vu ça, je fais ah putain. Ouais, Bah, les j'espère gars, que la troisième voyez- du coup elle va vous plaire parce que là je pars sur du noir et blanc. Je me dis est-ce que les gens comment ça va être accueilli, mais bon je suis assez confiant dans ce que je fais donc je pense que voilà j'espère que je vais vous surprendre. Bah, tu as bien raison de l'être. Bon, du coup, les gars, on vous laisse ici. Portez-vous bien. Bah, retrouvez évidemment notre ami Diffus sur sa chaîne YouTube Diffus The Old One. Je te laisse faire la petite promo qui va avec. Tu dois avoir un petit Discord, un petit Insta et tout ce qui va, quoi. Ouais, alors j'ai un Instagram, donc pareil, c'est Diffuse the All One. Twitch, où je suis sur Twitch tous les mardis soirs à partir de 19h30. Ouais. Donc voilà, ça parle, c'est très très sympa. Et il y a un Discord, mais le Discord, j'aime bien que les gens viennent sur Twitch papoter, et là je le donne, etc. Donc c'est plutôt comme ça qu'on trouve le Discord, il n'y a pas de lien sur Internet. J'aime bien l'idée que bon bah voilà les gens peuvent le trouver mais ils doivent fouiller quoi. Il faut qu'ils trouvent. Il y a des gens qui sont tombés sur le Discord en fouillant et là je me dis ah c'est génial. Il y a ce petit côté. Ouais, bah Voilà. c'est ça en fait. Discord, le Discord, c'est un lien d'invitation qui se Ouais. périme en fait, donc tu peux pas l'afficher quelque part en mode. Bah il y a des gens qui arrivent. Alors je dirais pas comment du coup à vous les écoutants d'être malins et de trouver. Mais ouais il y a des gens qui ont débarqué comme ça sur le Discord en mode ah j'ai trouvé le lien là et je suis là en mode ah putain bah bravo super. Et puis comme ça s'appelle l'auberge des 3 pommes, le nom de notre Discord, bah il y a vraiment ce truc de c'est l'auberge, t'es paumé au milieu de la forêt, tu vois de la lumière dans un coin, ça sent bon, tu rentres dedans et là t'as des débiles quoi. C'est rempli de fous du hobby. Ils sont trop drôles. Là il y a une guerre entre les anti-Eldar et les Eldar depuis un mois Ah, où tous les mardis du coup on fait le décompte des points. On fait le décompte des points et donc c'est la bagarre de l'auberge, c'est la première. Et donc il y a carrément du coup une ligue anti-Eldar qui s'est montée avec des scénarios qui sont en train de jouer. Il y a le meneur de la rébellion anti-Eldar qui s'est fait atomiser par ses propres hommes. Donc ils ont dû faire une partie pour récupérer la carcasse de leur grand général inquisiteur. Et en fait c'est très très drôle, très très fun. Et les joueurs Eldar et tout ça, eux bah luttent contre tout ça. Donc il y a un truc qui s'appelle la propagande, un qui s'appelle le pinceau dans l'œil. Donc c'est un concours de peinture entre anti-Eldar et Eldar. Et en fait, c'est très très drôle. Et voilà. Et c'est ce mardi que se terminera cette bataille. C'est un mois. Et donc voilà, ce mardi, lors du live, c'est le dernier des comptes. Et pour l'instant, ce sont les pro Eldar qui sont en train de gagner de 5 points, je crois. ah excellent. Bah moi je suis team pro Eldar. Allez-y les gars, donnez tout quoi, franchement. Mais c'est très très drôle, franchement. Et puis dans le Discord, les gens, ils sont très drôles. Et on retrouve justement cette part très créative que je voulais amener un peu dans le hobby très modestement, quoi. Et c'est vraiment très très chouette de voir ce que les gens font de tout ça, où on aurait pu tomber dans un truc vraiment bas du front et un peu bébête, de dire ouais nous on est contre les Eldar, mais en fait ça devient un truc mais grandiose quoi. Là la bataille qu'il y a eu le week-end dernier, j'ai hâte d'avoir le rapport de bataille pour récupérer la carcasse du leader des anti-Eldar. C'est trop bien. Et le soir où il s'est fait atomiser, donc les mecs ont balancé des gifs de bombes nucléaires et tout ça dans le Discord, et que tout le monde faisait des adieux au grand meneur. T'es là, tu fais mais vous êtes fous quoi. Et c'est trop bien. Bah, de toute façon, moi je pars du principe qu'on a les communautés que l'on mérite. C'est vrai. Tu mérites très bien une communauté de déments. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Eh ben en tout cas, ta communauté déchire, la mienne aussi. Un de ces jours, pourquoi pas se retrouver autour du notable pour Mais fêter carrément, tout ceci ensemble. carrément. Mais on se descend pas une bouteille de Lagavulin 16 ans en une soirée, hein, c'est dangereux. Oh attention, méfie-toi, je peux t'emmener dans les tréfonds. Et tu me diras merci. Ouais, mais moi aussi. Ouais, bah, là, c'est moi qui deviendrai dément. Hein, c'est moi qui deviendrai dément. Bah écoute, Diffus, en attendant tes prochaines aventures, porte-toi bien, continue un peu de nous faire briller les yeux sur YouTube. Bah là, je vais continuer à bosser là. Ouais, bah super. J'y retourne. Continue, lâche rien, mon gars. T'es sur la bonne voie. Eh ben ouais. Mais merci beaucoup, merci. Bah écoute les gars, on vous dit à plus tard. On retrouvera Diffus un de ces jours, probablement. Portez-vous bien tout le monde et à plus tard sur les ondes de Rural Hammer. Ciao. Allez, salut tout le monde, merci beaucoup.